Bonsoir et bienvenue au Rendez-nous. Salut les gens, bienvenue. Épisode IRL comme au bon vieux temps, mais cette fois-ci, Eh oui, c'est moi qui te reçois. inédit. Une première fois mondiale, les gens. C'était pas trop long Écoutez, pour venir? je pense que ça m'a pris littéralement 2h45. Donc c'était en effet plus long dans l'autre sens. Il a fait un short pour essayer de dire « Oh, regardez, la mauvaise foi ». Non, c'était plus long. Après, c'est peut-être parce que je me suis arrêté plusieurs fois. Bon bah alors, premier épisode de l'année 2024. Premier épisode 2024. Incroyable, les gens. On est dans le futur, on n'a pas les voitures volantes, mais on a le rendez-nous. C'est cool. C'est beau quand même. Moi, je trouve ça beau. Du coup, pour commencer cet épisode, j'aimerais qu'on parle du gros sujet. Il y a des chiffres qui sont sortis. Apparemment, l'hydroxychloroquine serait lié à près de 17 000 morts dans 6 pays au printemps 2020. Donc, c'est-à-dire que le fait que l'hydroxychloroquine aurait été donné, donc traitement qui aurait été promu par Didier Raoult, du coup, ça aurait été promu pendant la pandémie du coronavirus comme un potentiel remède, sans aucune preuve, juste oh, regardez, testez-le. Et en fait, là, on aurait des retombées de ça, et ce serait lié, selon cet article, à 17 000 morts. C'est trop drôle quand même. Hein. Je me souviens du nombre d'antivax qui étaient là en mode... Déjà, ils disaient les vaccins étaient plus dangereux que de pas le prendre et de risquer d'avoir le Covid, alors que genre toutes les études montraient que non. Et en plus, un tas d'entre eux étaient en mode prenez de l'hydroxychloroquine, Mais ça, écoutez alors, Raoult, etc. Alors qu'en fait, ça, c'était le truc le plus dangereux, finalement, selon cette étude. C'est incroyable. Si tu te rappelles bien, parce que souvent on oublie la chronologie du truc, hein. Mais si tu te rappelles bien, pendant le coronavirus, on n'avait pas du tout de vaccin encore. Non. On n'avait pas On de a attendu remède, un an il n'y avait rien. environ. Et l'argument que faisait Raoult à cette époque, c'était de dire moi, au moins, j'essaie quelque chose, mes patients sont contents parce que je leur propose une solution. Ouais. Et tout le monde lui disait mais attends, mais tu proposes une solution, mais si ça marche pas, il dit non, mais on est dans une médecine qui essaye. C'est de la pratique. Après. Tu te rappelles de tout ça? Après, il y a eu beaucoup d'étapes. Enfin, il y a eu une étude dans le Lancet. Je sais plus c'était sur quel sujet exactement, mais au final, ça a été débunké. C'était compliqué. C'était un sacré bordel. Et après, il y a eu la deuxième phase dont tu viens de parler, Ouais. où il y a eu le vaccin, ils voulaient pas le prendre, et du coup, ils disaient non, nous, on veut un traitement. Et là, c'est revenu sur le devant de la scène, bah, vous avez qu'à prendre l'hydroxychloroquine, etc. Et aujourd'hui, du coup, bah, est-ce que cette personne, bon, c'est pas le seul à l'avoir promu, mais quand même, c'était le fer de lance un peu de ce mouvement, non? C'était le fer de lance. Didier Raoult. Il y avait il y avait des influenceurs conservateurs aux US et un peu partout dans le monde. Tu vois, c'était devenu vraiment un sorte de truc de signalement de vertu de toute la sphère un peu anti-vax / complotiste / anti-système confus, etc. Enfin, c'était très, très répandu. En France, t'avais c'était Florent Philippot, non, qui était Alors aussi à fond là-dedans. Justement, ça, c'est un autre truc qui est marrant. Parce que si on reprend les dires Front National aussi. du Front National, c'était Jordan Bardella qui disait donc parce qu'en mai 2020, quand Raoult a commencé à se faire critiquer, ils ont essayé de se mettre du côté du peuple, entre guillemets, en défendant Raoult et en disant, donc ça c'est des paroles qui aujourd'hui résonnent, hein. Didier Raoult est à la médecine ce que nous sommes à la politique. C'est Jordan Bardella qui a dit ça. C'est vraiment... j'adore. 10 sur 10. Excellente prise de parole. Moi, j'adore vraiment revenir sur des propos de l'extrême droite, genre quelques années après. Je trouve qu'ils parlent bien d'eux-mêmes, hein. Ils se définissent bien au final. En fait, si vous faites ça avec à peu près tous les propos de l'extrême droite, et même d'autres propos de droite et tout, mais les gens font pas ça en fait en politique. On est toujours dans l'instantané, on est toujours en train d'écouter ce qu'ils disent dans les médias, ce qui s'est passé cette semaine et tout. Mais en fait, faites l'exercice, parfois, de juste remonter, genre 1 an en arrière, 5 ans en arrière, et aller voir ce que la droite disait à l'époque, et regarder est-ce que leurs prédictions, est-ce que leur vision du monde, est-ce que leur peur, etc., est-ce que tout ça est justifié? Est-ce qu'en fait, ils sont pas dans un flop permanent
soit dans leurs prédictions, soit dans leur... Ouais. Enfin, je sais pas, moi je me souviens, genre j'ai tellement d'exemples. Jordan Peterson qui disait oh, la loi au Canada qui allait mettre en prison toutes les personnes qui allaient mégenrer une personne trans. Il n'y a pas une personne. Ça fait combien d'années que cette loi a été votée et passée? Il n'y a pas une seule personne qui allait en prison. Enfin, juste à chaque fois, c'est le même délire, quoi. Mais là, ouais, non, c'est super marrant de revenir sur ce qu'ils ont dit sur on est l'équivalent de Didier Raoult en politique. Pas un bon signe, hein. Alors là, c'est sur 6 pays que ça a été fait, cette étude. Je sais pas quels sont les pays en question, faudrait se renseigner un peu plus. Mais juste C'est pour une étude française. Hein. C'est une étude française. En France, il y a eu du Covid, il y a eu 167 000 morts. Apparemment, l'hydroxychloroquine, du coup, n'a pas d'effet pour soigner le Covid. Hein. Non, ça induit une surmortalité, finalement. Mais du coup, ça aurait été à la source de 17 000 morts. Donc bon, moi je dis, les consensus des médecins, c'est peut-être mieux qu'un médecin, en général, hein, quand Ouais. on est dans Enfin bref, de toute façon, Raoult, il y a eu tellement de choses qui ont été débunkées de ce qu'il disait. Voilà, et du coup, à partir de ça, le Covid, ça en est où? Moi, je pars du principe que ça n'existe plus. Hein. Franchement, dans ma vie... Non, en vrai, c'est faux, parce que je suis allé faire un test quand même quand j'étais malade il y a 2 semaines. Parce que moi, il y a eu quand même pas mal de gens en fin d'année 2023 qui l'ont eu dans mon entourage. Ouais. Quand tu regardes les chiffres, ça a l'air d'être inexistant, mais en même temps, est-ce que c'est parce qu'on n'en parle plus et que du coup les gens vont plus se faire tester? Tu vois, il y a aussi cet effet-là, parce que les chiffres veulent pas dire que c'est la réalité. Hein. Moi, il y a beaucoup de gens qui se disent ah, ça doit être un rhume que j'ai, et puis ne vont pas se faire tester. Non, je pense qu'il faut continuer d'aller se faire tester. Après, le truc, c'est que sur le long terme, quand tu as l'émergence d'un virus comme ça, on est d'accord que sur le long terme, ça va juste s'intégrer à tous les virus un peu de base dans la population. Ouais, comme les grippes. Ouais, comme les grippes, comme plein d'autres choses comme ça qui sont saisonnières. Là, c'est peut-être pas saisonnier par contre, mais enfin, voilà quoi. Est-ce qu'on va continuer à parler de ça? Enfin, c'est comme quand tu as une... Enfin bref, ça rejoint le panel de tous les virus que vous pouvez choper. Et maintenant, le taux de vaccination est très élevé. Quand même, les gens ont eu plein de doses de vax, quoi. Ils sont bien vaxés. Franchement, les effets, le fait que ça puisse accéder au système neurologique où les gens ils ont commencé à perdre le goût. Ouais, ça c'est flippant. Ouais. Les Covid longs, c'est flippant. Les Covid longs, très flippant. Ouais. Parce qu'il y a une chance sur 10 apparemment que ça devienne un Covid long. Du coup, honnêtement, j'ai pas envie de tenter cette chance, tu vois. Ça m'a pas l'air d'être juste une grippe, tu vois. Même aujourd'hui où les mutations se sont affaiblies, etc., je pense qu'il faut quand même faire attention. Et j'ai peur qu'en fait, on essaie de mettre ça sous le tapis en disant bon, de toute façon, on n'a pas de solution, donc n'en parlons pas. Mais après, c'est vrai qu'il va falloir vivre avec, quoi. Bah, la solution, c'est le vaccin, en fait. Mais le truc, c'est que tu as des variants qui sont toujours un peu en avance. Après, l'hypothèse de une grosse partie de la population a eu une grave atteinte à leur système neurologique. Vu mes débats récents avec la droite et l'extrême droite sur stream, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une bonne partie de la population qui, en effet, sont bien atteints, quoi. Hein. Mais c'est une autre question. Mais moi, là, j'ai aucune preuve pour avancer ce que je dis. Mm-hmm. Mais je me demande quand même s'il n'y a pas eu un effet neurologique qui est pas juste la perte du goût sur les gens et qu'on connaîtra que dans le très long terme. C'est un peu comme le plomb, par exemple. Pendant toute la fin du XXe siècle, le plomb était dans l'atmosphère. Il y a toute une génération qui était juste débile. C'est pas faux. Parce qu'ils ont eu du plomb qui ont été dans leur cerveau et tout. Et je me demande juste, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le Covid et ça leur a supprimé le sens du goût quand même, hein? Donc ça veut dire qu'il s'est passé quoi? Ça veut dire que dans le cerveau, ça a inhibé des neurones qui... Quel autre neurone ça a attaqué? Tu vois, on sait pas. Il y a des gens qui ressentaient des picotements dans les extrémités et tout. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on peut ressentir, c'est ce qu'on peut percevoir. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, on aura des analyses plus profondes sur, bon voilà, on a pris un groupe qui a eu le Covid long, un groupe qui l'a pas eu, et ce groupe-là, on lui a fait tel test, et on découvre des trucs. Enfin, jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas, toujours aujourd'hui, 4 ans après le début de la pandémie, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour dire juste, ouais, bon, c'est une maladie, c'est bon, quoi. T'as totalement raison. Comme sur le plomb, t'as des trucs que tu découvres. En fait, il faut tellement de temps et d'énergie pour faire des études à grande échelle avec des grandes cohortes, en faisant des contrôles pour diverses variables qui peuvent rentrer en jeu, que ouais, t'as plein d'effets. En fait, ça prend des années
pour avoir des réponses scientifiques à peu près solides sur des questions comme ça. Donc, ouais, je suis d'accord, hein, ça va encore prendre du temps pour être sûr de tous les impacts. Après, tu as aussi juste l'impact social. Enfin, je pense que ça a eu un gros impact. Je pense que les confinements, Ah oui. sur la mentalité des gens, sur genre la perception du temps, sur des choses Mais comme ça pas que des des- habitudes qui Pas vont que des changer. impacts négatifs, j'ai trouvé. Bah non, le télétravail. Il y a eu des impacts Le télétravail, négatifs. le fait que tu rends beaucoup plus populaire le télétravail, il y a plus d'employeurs qui sont obligés de l'offrir. Genre maintenant, il y a plein de salariés, ils attendent ça. Tu sais, tu fais l'entretien d'embauche. Ouais, et c'est une des demandes. Une des demandes des travailleurs, c'est genre si je veux pouvoir rester à la maison travailler, pas forcément venir au bureau avec mes collègues qui vont me faire des blagues cringe et me dire oh, tu prends ton après-midi quand je pars à 18h. Voilà quoi. Par contre, du coup, hydroxychloroquine, donc on revient au sujet d'origine, 17 000 cas de mortalité. Mhm. Les vaccinés. Tu sais, tous les vaccinés vont mourir dans un an. Ils sont où? On attend les chiffres. Hein. Ils sont où On attend tous les vaccinés morts? Genre, c'est incroyable. Mais tu sais que les gens qui disaient ça à l'époque le disent toujours aujourd'hui. Oui, Et tu sais que vous allez tous être morts. je suis sûr que genre 95% des gens qui étaient full pro chloroquine avec cette étude-là sont toujours en train de promouvoir le truc, en train de dire c'est une étude du système, c'est Big Pharma, machin. Alors, je rappelle Incroyable. comment fonctionne l'émission. Là, on fait des petits sujets d'actualité, des petits trucs de la semaine, mais à la fin de l'émission, on a un petit segment questions-réponses. Et si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez soutenir l'émission en allant sur lerandezvous.fr, nous soutenir. Il y a un petit lien. Et vous pouvez nous faire un don via Ko-fi en mettant un petit message si vous le voulez pour pouvoir poser une question. Et on y répondra dans le segment questions-réponses. Ouais, alors en parlant de travail, employeur, entretien d'embauche, etc., j'ai un bon petit truc que j'ai vu sur Twitter là l'autre jour. Ouais. C'est un tweet d'une personne qui s'appelle Alinia Maillard. Le tweet est incroyable. Écoutez ça. C'est le 9e de la génération Z qui me fait un coup bas en 3 mois. Oui, je l'ai vu. Je l'engage, premier poste, bon salaire, CDI, et il démissionne pile à la fin du temps d'essai. Parce que, entre guillemets, l'entreprise ne lui correspond plus. J'arrête avec eux. J'ai que des soucis. Je prendrai des 50 ans plus à la place dorénavant. La fragilité. La fragilité. J'adore, genre, les employeurs, dès que les travailleurs utilisent leurs droits, parce qu'une période d'essai, c'est pas juste pour que l'employeur essaye le travailleur, c'est pas juste dans un sens, en fait, c'est dans les deux sens. Quand tu es en période d'essai, tu peux toi-même partir à n'importe quel moment. Je crois que c'est quoi? C'est genre 72 heures le délai pour partir? Ah, ouais, non, tu pars. Tu pars direct, alors que si t'es en CDI, par Si exemple, t'es en CDI, tu dois donné un préavis. Des fois, c'est 3 mois. Tu dois rester 3 mois. parfois c'est 3 mois. Et donc, en fait, c'est ça. La période d'essai, les employeurs le prennent puisqu'ils savent qu'ils vont pouvoir virer directement le salarié s'il y a un souci. Donc, ils le prennent dans leur avantage, mais ils sont ultra vénères la minute où le salarié utilise aussi la clause qui est dans la période d'essai, qui fait partie de la période d'essai, qui est à l'avantage du travailleur. Enfin, avantage, voilà quoi, c'est normal, on essaye. Mais je sais pas, moi, de mon expérience, je connais tellement d'employeurs qui prennent tout le monde en période d'essai par défaut et qui renouvellent même par Renouvelle au défaut. maximum pour conserver la précarité. Ouais, pour bien que tu sois sur un siège éjectable à tout moment pour te mettre la pression et tout. Et c'est juste incroyable. Mais c'est trop drôle, hein, le copium des employeurs. Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Parce que les gens, tu sais, il y a un peu cette idée que les Gen Z, ils font du quiet quitting. Le quiet quitting. Ils veulent pas faire le taf et tout. Est-ce que, ok, si tu prends une génération précédente, où les gens, tu sais, on a vu nos parents travailler en se disant, bah, je vais avoir une augmentation, ça va améliorer la qualité de vie, etc. Et toute notre vie, on s'est dit, mais c'est quand qu'ils s'arrêtent et qu'ils profitent de sa vie, tu sais. Réel. Et la vérité, c'est qu'ils peuvent pas. Parce qu'ils se sont engagés dans l'achat de maisons, dans l'achat de... Il y a des prêts pour les voitures, des assurances et tout. Sauf que là, tu as une nouvelle génération qui arrive, qui peut pas s'engager. Ils ont pas techniquement la possibilité de s'engager pour obtenir des logements, pour obtenir des voitures. Donc juste, ils sont en location.
ils peuvent partir quand ils veulent, ils sont dans des squats, ils vont chez ils restent chez leurs parents. Et donc, tu as une situation où ils n'ont pas besoin de s'engager dans un taf. Et en fait, du coup, quitte à ne pas avoir à terme une meilleure vie, un meilleur logement et tout, au moins avoir un taf pas trop chiant, quoi. Bah ouais. Donc- Et au moins pouvoir se casser rapidement si t'es pas content. Bah oui, c'est la base, quoi. Donc juste, oui, tu fais la période d'essai. Si ça te plaît pas, si de toute façon ton salaire il te permettra juste de vivre, pourquoi tu vas rester là si en plus sur le long terme, voilà. Donc moi je dis, les employeurs quand ils veulent, ils augmentent le salaire ou ils améliorent les conditions de travail pour pas que les gens se cassent en fait. Ça pourrait s'appeler un marché, en fait. Ça pourrait s'appeler l'offre et la demande. Et qu'en fait, ça va dans les deux sens. Qu'est-ce qu'attend cette personne? 9 personnes sont parties, ok? L'employeur, il attendait quoi? Que la personne qui n'apprécie pas le travail, qui considère pas que le salaire est suffisant, il voudrait que cette personne reste quand même. Donc la personne est pro-esclavagisme. Parce que le contrat de travail, il faut quand même qu'il y ait un certain degré de... Bon, il y a de la coercition, on le sait tous, mais il faut quand même qu'il y ait un certain degré d'acceptabilité du contrat, quoi. C'est un contrat. Mais tu sais que le fait que c'est un contrat qui doit être respecté par les deux parties et qu'il y a les prud'hommes et tout, enfin, la grosse... Je dis pas que tous les employeurs sont comme ça, d'accord? Je sais qu'il existe des employeurs qui sont moins pires que d'autres, mais il y a quand même une énorme partie des employeurs et des gens comme cette personne. Cette personne, attendez, vous êtes pas prêts pour sa bio Twitter, ok? Oula. Aligna Maillard, monarchiste, Ah, tu donnes les noms. indépendante, fière. On ne construit pas un pays avec un parti politique, mais avec des idées. Comme par exemple restaurer une monarchie de droit divin en On n'était pas France. obligé d'avoir la bio. On n'était pas obligé d'avoir la bio. Non, mais ça s'invente pas. Pourquoi à Non, chaque non, fois, parle pas de la à bio, chaque parle pas fois, de la bio. ces gens, tu regardes la bio et c'est une catastrophe, quoi. Parle pas Non, de la mais bio. ça reflète vraiment la mentalité d'une grosse proportion quand même des employeurs qui veulent littéralement un salarié esclave, qui veulent avoir les droits complets Oui, c'est ça. et qui sont ultra vénères si jamais les travailleurs vont au prud'homme quand leurs droits sont bafoués, sont pas respectés, quoi. C'est ça. Ils veulent pas être esclavagistes. Ils veulent que les gens acceptent eux-mêmes les pires conditions de travail et soient OK avec ça. Bah, il y a un baby-foot. Ouais. Il y a une machine à café quand même, le café gratuit. Oh. D'ailleurs, en parlant de conditions de travail, j'ai eu une idée, je voulais t'en parler. Et je me suis dit, je vais lui envoyer un petit message et tout, mais je me suis dit, c'est peut-être plus intéressant si on en parle directement dans le podcast. Vas-y. J'ai une idée pour le balance-moi l'idée. podcast. Est-ce que t'aimerais pas qu'on essaye d'inviter des... Parce que je comprends rien à la situation actuelle. Des syndiqués. Très bonne idée. Là, maintenant, on lance un appel. Appel officiel. Si vous êtes dans un syndicat et que vous voulez parler de comment ça fonctionne, pourquoi ça bloque, pourquoi est-ce que les droits sont pas défendus ou pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant que c'est défendu et qu'on a l'impression que c'est pas défendu, parce qu'il y a ça aussi, hein. Des fois il y a des énormes trucs et personne n'en parle. Donc moi je serais intéressé d'avoir toute une série de Discussions. pour recevoir plein de gens sur ce podcast qui viennent de tous les syndicats, Ouais. que ce soit CGT, FO, CFDT, etc. pour essayer de comprendre l'état des choses actuellement. J'ai 2-3 contacts, hein. Je peux essayer de voir, mais ouais, appel ce soir officiel sur le podcast. Contactez-nous, envoyez-nous un petit DM sur Twitter, un petit Ouais. mail, Ça peut se faire en présentiel ou en remote. carrément. Et on aimerait beaucoup avoir plus d'infos comme ça sur les syndicats. J'ai vu qu'il y avait une série qui s'était lancée avec Usul et la CGT, et ils font des discussions comme ça. J'avais écouté un épisode, Ouais. c'était intéressant. Mais moi j'ai des questions à poser, tu vois. Mais on pourra aller encore plus loin que ça. Non, donc totalement fou ces standards-là. Parce que voilà, les gens devraient se syndiquer pour pouvoir défendre leurs droits, pour pas que les gens puissent s'exprimer comme ça librement sur comment ça se fait que les Gen Z, en plus de donner une catégorie comme ça de personnes, pourquoi ce seraient les Gen Z en fait, n'importe quelle personne. Du coup, la personne est en train de dire, moi je vais prendre des gens qui ont plus de 50 ans à partir de maintenant Oui. pour être sûr qu'ils seront dociles. C'est triste un petit peu quand même. En fait, du coup, est-ce que la personne est en train elle-même de dire que l'ancienne génération est docile, Ouais. C'est ça, ouais. ne défend pas ses droits, a été complètement endoctrinée par le système à juste obéir à l'employeur et à
à jamais broncher, etc., etc. Moi, franchement, j'ai beaucoup de confiance dans les jeunes, hein. J'ai confiance dans les mentalités qui shiftent là-dessus chez les jeunes générations. Je sais que c'est pas généralisé, je sais qu'on peut pas juste dire oh les générations Z sont beaucoup plus à Ok. gauche que leur. On peut pas. Mais il y a des facteurs socio-économiques sous-jacents, il y a des Mais pas que des tendances. facteurs socio-économiques. Il y a aussi le fait qu'on ne regarde plus la télé. C'est pas faux. Franchement, on regarde pas la télé. On essaie de s'informer par nous-mêmes. On a une capacité. Franchement, plus les gens sont jeunes, plus quand tu leur demandes une information, au lieu de te dire je sais pas, au lieu de te dire ah bah je vais me renseigner, je vais prendre un cours ou je sais pas quoi, plus les personnes vont juste chercher par eux-mêmes et trouver l'information, avoir des réflexes de dire ah non, non, c'est des connards sur ce site-là, Ouais. on sait que c'est nul. Et ça fait plaisir. Je pense qu'il y a quand même une bonne chance que ouais, l'esprit critique soit développé. C'est ça le truc d'Internet en fait. Sur Internet, Internet est vraiment capable de fournir le meilleur comme le pire. Ouais. Parce que c'est vrai que tu as des communautés quand même autour d'influenceurs Oui. Ça peut être réactionnaires qui catastrophique, sont totalement comparables à CNews ou. Mais tu peux en fait, c'est une histoire de tu as la capacité si tu le veux. Et oui. Et si t'es tombé sur les bons contenus à la base qui t'ont permis de. Parce que bon, c'est aussi une situation dans laquelle tu tombes, quoi. Hein. Des fois, moi, On te recommande des trucs, oui. Je tombe sur des chaînes, voilà. Mais si tu le veux, c'est ce dont je te parlais la dernière fois. Je te disais, à l'heure où on est, tu peux tomber sur un mec de 15 ans qui, au lieu comme nous dans notre jeunesse où il n'y avait pas internet, on était sur une Game Boy Advance sans rétroéclairage à essayer avec la lumière de la lune d'essayer de voir notre jeu. Voilà. Le bon vieux temps. Lui, il a un smartphone dans son lit et s'il veut, il peut juste lire tout Wikipédia. Puis il dit attends, je comprends rien du tout à ce qui s'est passé sur cet événement-là. Bah oui. Et le lendemain, il connaît littéralement. En plus, avec à cet âge-là, la capacité la plasticité cérébrale, la personne peut devenir un expert sur l'intégralité de la Révolution française ou sur l'intégralité d'un événement historique ou quoi que ce soit. Donc, ça avait énervé tellement de gens quand t'avais dit ça. Mais moi, je le pense toujours. Hein. Quoi? Tu peux pas être expert? Il faut faire 7 ans d'études, etc. Non, genre, renseignez-vous par vous-même. Renseignez-vous par vous-même. Vous pouvez faire des énormes progrès dans la connaissance d'un sujet en vous renseignant par vous-même. Et pas de la façon cringe de genre... ne croyez pas le système, renseignez-vous par vous-même. Non, genre, croisez les sources, réfléchissez, esprit critique, regardez les sources. Enfin voilà, c'est juste la lecture médiatique, des compétences de lecture médiatique de base, quoi. L'âge n'est plus vraiment déterminant pour parler d'une compétence ou d'un degré de culture sur un sujet. Ça l'était avant parce que plus ton âge avançait, plus tu avais des réseaux qui s'ouvraient à toi, que tu rencontrais des personnes, que tu avais de l'expérience vécue. Et le fait est que maintenant, ton âge n'est plus relatif au degré d'information que tu as pu obtenir. Tu peux obtenir un degré d'information plus élevé si tu sais comment t'y prendre par rapport à une personne qui ne sait pas s'y prendre. Une personne peut avoir 50 ans, avoir fait toutes ses études, avoir eu toutes ses informations pendant ses études, avoir fait lui dans sa vie, fait son travail et du coup avoir une grosse expertise sur son travail par exemple. Mais à côté de ça, tu peux avoir quelqu'un qui, à l'âge de, 18 ans, a lui, sur son temps libre, eu des sources incroyables sur un sujet particulier. Et du coup, moi, je pense qu'aujourd'hui, le concept de l'âge égale l'expérience ne marche plus. Valide, hein. Ne marche plus valide. Ouais. Est-ce que tu penses que l'éducation nationale et notre système d'éducation publique a suffisamment pris en compte la nouvelle réalité de l'accès au savoir avec Internet et a adapté les formations pour ça? Parce que moi, j'ai l'impression que, du coup, le système d'éducation devrait être beaucoup plus axé sur l'utilisation de l'esprit critique des gens et genre l'autonomie et voilà, croiser des sources, remettre en question, pas croire sur parole des influenceurs. Je sais pas, j'ai l'impression que le système éducatif est super en retard là-dessus en France. Alors, je me rappelle, moi, avoir eu une session au CDI. On nous a amenés au CDI pour nous apprendre comment trouver des sources, comment ne pas se faire arnaquer par une source. On nous avait fait le coup de l'oxyde de dihydrogène. Ah ouais, on t'a fait cette blague? On nous a fait le coup. On nous a dit faites un petit. Vous avez 30 minutes, faites un petit exposé sur
l'oxyde de dihydrogène, C'est un bon mème. qui est en fait l'H2O. Mais du coup, quand tu cherches oxyde de dihydrogène, il y a des centaines d'articles qui disent attention, La c'est dangerosité dangereux, vous pouvez avoir des diarrhées, vous pouvez vomir, vous pouvez si vous en consommez trop. Ce qui est vrai, tout est vrai. C'est vraiment le test genre niveau c'est 0 parfait, ouais. pour Non, mais l'esprit du coup, critique. mais c'est bien, tu vois. Donc, mais c'était une session, quoi. Et oui, je pense qu'il devrait y avoir une matière peut-être, parce que moi, c'est en terminale en philosophie, on a eu un cours à un moment, tu vois, sur la logique, ce qui était un sophisme, La logique formelle. la logique formelle. Et je pense que non, en plus c'était hyper abstrait, c'était genre ce mec a dit ça, c'était pas vraiment genre dans la vie de tous les jours comment ça marche. Et je pense il devrait y avoir toute une matière comme l'éducation civique où on essaie d'apprendre les lois, le fonctionnement du pays. Ça par exemple aussi ça manque, hein, ça devrait être beaucoup plus déployé parce que honnêtement on comprend pas vraiment le fonctionnement. Enfin, on doit se renseigner nous-mêmes encore une fois si on veut comprendre les tranches d'imposition et tout. Enfin, bref, c'est une autre. Oui. Mais du coup, il devrait y avoir tout un cursus, comme tu dis, où c'est vraiment une matière où on t'apprend à détecter des sophismes, à détecter est-ce que la validité d'un argument. En fait, le problème, c'est que si les gens étaient formés à ça Sur l'information. dès le plus jeune âge, à l'école publique, et tout le monde était devenait genre un roi et des reines de l'esprit critique, la droite ferait 20% aux élections, en total. Et la gauche, 80%. Ouais. C'est ça le souci, en fait. C'est pas vraiment un souci, mais bon. C'est fou. Ouais, donc très très drôle ces tweets, très 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 drôle. Qu'est-ce qu'on a Prochain sujet? Ouais. De quoi on peut parler? Est-ce qu'on peut parler de... Est-ce qu'on peut parler non. Est-ce qu'on peut parler du thread jeuxvideo.com sur moi ou pas? Non, c'est bon. N'allez pas voir ce thread, les gens. N'allez pas voir pourquoi le tu thread. veux parler de ça? Mais parce qu'on a dit, le podcast, on fait les news de la semaine et les news neutrosphère. C'est une news C'est pas une neutrosphère. news. Pourquoi? Là, tu vas inciter les gens à dire de la merde sur toi sur les forums en ligne. Le titre C'est pas marrant. du post sur JVC, c'est le youtubeur Bad Mulch, c'est un mec de droite en fait. Non, mais c'est bon. C'est le truc le plus drôle, j'adore. C'est parfait. Moi j'avais donc France Bleu et France 3 Régions pendant les présidentielles 2022 qui avaient lancé une enquête sur les thèmes prioritaires des Français Mhm. à laquelle avaient répondu 1 million de personnes. D'accord. Et c'est juste pour avoir un petit compas un peu de ce qui intéresse les Français, hein. Et à l'époque, c'était donc, je vais faire une petite liste, garantir l'exemplarité des responsables politiques et limiter leurs avantages, allouer plus de moyens au système de santé dans tous les territoires, revaloriser les salaires et les retraites, rendre l'éducation plus professionnalisante et renforcer les fondamentaux, relocaliser notre économie et notre consommation, faire évoluer le système démocratique et institutionnel, durcir le système judiciaire, lui donner plus de moyens, lutter plus efficacement contre l'évasion et l'optimisation fiscale, améliorer l'accompagnement des soins et les soins aux personnes âgées, Mais c'est bizarre, mais où sont les Arabes dans cette liste? rendre la gestion des déchets plus efficace et développer l'économie circulaire, développer des transports plus écologiques dans tous les territoires, C'est trop bizarre. et évoluer vers un modèle agricole plus responsable. Moi, je trouve que les Français sont hyper basés, du coup. C'est ce qu'ils voulaient au présidentiel. Malheureusement, ils se sont fait complètement avoir sur le vote. Oh hein. non, tu vas pas reparler des élections 2022, mais t'es complètement obsédé par ça, BPT. Pardon. Non mais, de toute façon, ça on le sait depuis tellement de temps. L'idée que l'immigration Non, est mais la là, c'est priorité des Français, etc., Ok, que les médias mainstream veulent vous faire croire, genre on a tellement d'études après études après Mais études, justement, pour là, montrer y a qu'en une fait, les petite vrais différence. sujets, c'est autre chose. C'est pas juste une étude sur 1000 personnes avec des questions hyper bizarres. C'est France Bleu et France 3 une enquête à 1 million de personnes pendant les présidentielles. Donc c'est ce que les gens attendaient du président, tu vois. Donc c'est vraiment loin, loin, loin de ce qui est fait actuellement. Et si les gens se rendent pas compte que c'est parce qu'ils ont voté, parce que souvent j'ai cette impression que quand ils se plaignent du système en place, Ouais. ils se rendent pas compte que on est responsable de qui on a mis au pouvoir. On est dans une démocratie, en fait, au final. C'est fou, hein. La rhétorique de tous pourris, tous pareils, fait que du coup, il n'y a plus jamais à se remettre en question, nous, en tant qu'électeurs. Or, j'ai fait mes petits calculs, on est
énormément à ne pas bouger du tout pendant les présidentielles. Une personne sur 6 n'a juste pas du tout bougé pendant toutes les... Ni au premier tour, ni au second Ouais. tour. Full abstentionniste aux 2 tours, une personne sur 6. Et seulement 2 sur 3 est allé voter aux 2 tours, je crois. C'est ça, hein. C'est vrai qu'il y a quand même un tas de personnes, donc il y a environ une personne sur 6 aussi qui a voté Qui est juste à un des s'en 2 est tours. foutu Soit le premier, ce que tu dis 2. Non, et juste ne s'est jamais présenté. Ouais, mais il y a aussi 1 sur 6 qui a voté à un des 2, c'est-à-dire Ouais. soit au premier. Il y a aussi des gens qui votent seulement au second tour. Ouais. Genre, ils se réveillent pas du tout. Ouais. Après, bon, fais attention pour les gens qui se réveillent au second tour parce que il y a des gens juste, ils se rendaient pas compte que ce serait si grave. Il y a des gens juste, ils disaient, bon, on va pas revoir Macron, on va pas avoir non plus Le Pen, donc bon, tu vois, ils se disaient peut-être ça au premier tour. En se rendant pas compte qu'ils auraient pas Macron, ils auraient pas Le Pen si eux allaient voter, tu vois, il y a aussi ça, tu vois. Non, mais ils sont pas à ce niveau-là de conscience de ce qui se passe dans le pays. Hein. Ils sont juste complètement déconnectés. Mais du coup, les chiffres, tu les connais? C'est Lesquels? une personne sur 30 qui s'est abstenue, qui aurait voté pour le 3e candidat dans la liste des candidats là. On voulait pas Macron, on voulait pas Le Pen. Les gens en voulaient pas de Macron et Le Pen. Donc juste s'ils voulaient pas de Macron et Le Pen, ils votent pour le 3e, quel qu'il soit, tu vois. Le Logique. 3e là, c'était Mélenchon. Moi, je trouve ça logique. Il y aurait une personne sur 30 qui n'est pas allée voter, et cette personne passait au second tour. C'est incroyable. Hein. Et après, j'ai vu beaucoup de gens... Tout petit somme quand même, un tout petit somme. J'ai vu Présent. beaucoup de gens me dire oui, mais ok, on passe au premier tour. Mais une fois qu'on est au second tour, Ça aurait rien changé. on n'aurait pas pu gagner de toute façon. Ça aurait rien changé d'avoir Mélenchon au second tour. Et de toute façon, il aurait perdu. Sauf que dans la vie de tous les jours, à chaque fois, maintenant, on reparle du second tour en disant que oui, mais si vous aviez pas voulu Macron, vous auriez eu Le Pen. En vrai, c'est un très bon point. T'as pas C'est un remarqué très ça? bon point. Récemment, j'ai eu une conversation avec un proche à moi. Et le proche me parlait de ses collègues, comme quoi ses collègues allaient être dans la merde à cause de la réforme des retraites. Genre, ah, mon collègue, il doit travailler 1 an de plus, parce que, bref, c'est pas 2 ans pour tout le monde, ça s'applique graduellement, etc. Il était pas loin de prendre sa retraite. Et là, je demande, mais est-ce que ton collègue était au courant que c'était le programme de Macron, qu'est-ce qu'il a fait dans les élections, tout ça. Et là, la réponse, ça a été, je crois pas que ça aurait été mieux avec Le Pen. Ouais. On Oui. m'a répondu ça. Parce que par défaut, on se rappelle du second tour. Et moi, je suis là, attends, je suis pas en train de défendre qu'il fallait voter. Genre quoi? Il y avait d'autres options. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tête des gens, ils se rappellent surtout du second tour. Ils se disent les 2 options du second tour. Et donc, tu as grave raison de dire que dans les raisonnements politiques, très, là, on parle de gens qui sont pas forcément ultra politisés, qui parlent pas tout le temps de ça, qui s'intéressent pas tout le temps à ça. Mais dans ces gens-là, la perception et ce qui reste dans ta mémoire des choix qu'on avait en 2022, c'était soit Macron, soit Le Pen, parce que au premier tour, tu as 12 candidats, c'est compliqué, machin, il y a Jadot, il y a Lassalle, les gens, voilà, ils se rappellent pas des détails du premier tour. Le second tour, oui. Et voilà, juste un truc de plus, si la gauche avait été au second tour, dans la tête des gens, ils seraient beaucoup plus en train de se dire que l'autre option à part Macron, c'était la gauche. Alors que là, c'est entretenu par les médias mainstream, bien sûr. L'idée, c'est qu'est-ce qui est mieux entre Macron et Le Pen. Et encore, c'est genre le débat principal qu'essayent de mettre en place les médias, c'est est-ce que la prochaine fois, l'extrême droite va passer, ou en gros, les macronistes ou les successeurs des macronistes, quoi. Ils invisibilisent totalement l'option de gauche progressiste. Donc, t'as grave raison que ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait bougé la fenêtre d'Overton vers la gauche, d'avoir la gauche au second tour. Et pas suffisamment de gens, même à gauche, le prennent en compte comme une conséquence. Même dans le cas où la gauche gagnait pas le second tour. Moi, je pense que la gauche aurait gagné le second tour. Bah, j'entends des gens me dire oui, mais avec des si, tu referais le monde, on refait le monde, tu sais. Mais le fait est que le si dont on parle, si 1 sur 30 était allé voter, en fait, c'est pas un si où on refait le monde, c'est un si où tous les 5 ans, on a des élections. Et le si dont on est en train de parler, c'est une manière gentille de dire aux abstentionnistes
La prochaine fois, vous voulez pas aller... Faites pas les cons, Vous s'il voulez vous pas plaît. voter la prochaine fois? Le truc de dire avec des si tu refais le monde, c'est on est juste en train de te dire ne fais pas d'expérience de pensée, n'essaye pas de réfléchir à des timelines alternatives. En fait, c'est un appel à la réalité, c'est le réalisme capitaliste, il n'y a pas d'alternative, sous une autre forme, hein, finalement. Alors, du coup, revenons-en au scénario du deuxième tour. Ouais. Imaginons, du coup, les gens se sont dit « Ah, vous voulez pas, on refait pas Macron-Le Pen, parce que c'était chiant en 2017. Vous voulez pas, on le fait pas cette fois-ci ?» Et du coup, il y en a 1 sur 30 qui se dit « Bon, allez, c'est bon. Je vais aller à l'école primaire, le Châtelier, machin, salle 3. Je mets une petite enveloppe. Une sur 30 a fait ça, d'accord? Ok. Du coup, on a un second tour. Mélenchon, Macron. Déjà, premier truc, on est sûr de pas avoir Le Pen. Donc en fait, déjà, c'est le premier truc, c'est... En fait... On a fait barrage dès le premier tour, en fait. Il n'y a plus besoin, le truc du barrage est fait, genre... Cette tâche est accomplie. Next, on passe à la prochaine tâche. Donc, deuxième truc. Tout le temps, les gens voient les sondages et voient les sondages parmi les gens qui ont une opinion sur qui ils veulent voter. Et ils voient les sondages où il y a marqué Emmanuel Macron, première position, Le Pen, seconde position, puis Mélenchon, puis Zemmour, puis Pécresse. Et ils se disent « Waouh, la droite est forte quand même. La droite est très très forte quand même. » Parce que si on fait la somme de toute la droite, c'est énorme, alors que la gauche, on est à 30%, ça gagnera jamais le second tour. L'abstention, c'est 26,3% des gens. Il est là, le réservoir de vote du second tour. 26,3%. Il est énorme. Sachant que Macron, derrière ça, par rapport aux potentiels électeurs, et pas par rapport aux électeurs, pas par rapport au vote exprimé, par rapport aux potentiels électeurs, Macron, c'est que 20%. Et Le Pen, c'est que 16%. Donc, mis bout à bout, les votes Macron plus les votes Le Pen, sachant que sur les votes Le Pen, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont anti-Macron, hein. Beaucoup de gens votaient Le Pen pour pas voter Macron. Donc selon moi, il y aura sur ce second tour pas mal des gens qui votaient Le Pen qui vont aller voter Macron parce qu'ils sont de droite, mais aussi pas mal des gens qui votaient Le Pen qui vont soit s'abstenir, soit voter Mélenchon pour ne pas avoir Macron. Bah, de toute façon, les stats le montrent. Il y a une partie des gens qui votent Mélenchon au premier tour qui ont voté Le Pen au second, malheureusement. C'est ça. Je sais plus, c'était 20%, un truc comme ça, je sais plus. Et du coup, bon, les gens qui votent à gauche... Bon, moi, je pense ELV aurait sans doute voté à Macron. Hein. Quand je fais les calculs là pour essayer de voir pour le second tour. Jadot. Ouais. C'est sûr que c'était Jadot. Peut-être ça aurait été différent avec Sandrine Rousseau. Mais... Il y aurait une petite division. Certains qui auraient voté Macron, certains qui auraient voté Mélenchon. Mais dans tout ce calcul-là, il y a quand même 26% de gens qui sont sur les listes électorales, qui sont pas allés au premier tour en se disant c'est foutu. Parce que je rappelle que c'est 25% des gens qui ne se sont abstenus. Là, c'est aussi une enquête qui est sortie. 25% des gens qui sont abstenus ont donné pour raison principale de leur abstention, de toute façon, c'est foutu. Tiens, c'est bizarre. C'est comme si le défaitisme, c'est comme si l'absence d'espoir, l'absence de croyance qu'on peut avoir un futur meilleur, qu'on peut changer les choses, etc., était un des immenses facteurs qui font que les gens ne se mobilisent pas pour le faire réellement. Je sais pas, j'ai l'impression... Quand je dis des trucs comme ça, et sur stream, j'ai des gens qui me disent mais qu'est-ce que tu racontes, on s'en fout de propager du défaitisme, ça n'a pas d'impact, etc. Je sais pas, genre moi j'ai tellement d'expériences personnelles avec des gens autour de moi qui sont pas allés voter parce qu'ils me disent de toute façon il y a aucune chance de changer le système. Et quand je parle de la gauche, soit ils me disent ça va rien changer, soit ils me disent il y a pas de chance que la gauche gagne. Comment les gens peuvent penser qu'il n'y a pas de chance que ça gagne? Tout le monde, on est d'accord que dans ce pays, à peu près tout le monde se dit c'est possible que Le Pen gagne, on est d'accord? Non. Moi, je pense que c'est pas possible. Oui, mais il y a beaucoup de gens dans le pays qui pensent ça. Bah, je sais pas comment ils peuvent... À force de la propagande des médias mainstream. Comment ils peuvent prendre... Moi, ok, ça c'est un autre mais ils le pensent. Attends, bref. c'est un autre sujet, non, mais attends, laisse-moi finir mon sujet. Il y a beaucoup de gens... énormément de gens pensent ça. Non. Énormément de gens pensent ça. Non, c'est faux, ça. Mélenchon est à 400 000 voix en dessous de Le Pen au premier tour. Et pourquoi est-ce que tous ces gens ne pensent pas que Mélenchon pourrait gagner au second tour? C'est juste parce qu'ils font... Alors que c'est les mêmes chiffres, et en plus, le programme est d'intérêt général. Enfin, arrêtez, sortez de votre défaitisme, les gens, on peut le faire, franchement. Non, moi par rapport... Franchement, il y a un truc sur le Front National qui moi, je trouve vraiment que la propagande a l'air de marcher, parce que c'est vrai... Quand tu poses la question aux gens, ils ont l'air de dire oui, le Front National va passer, a des chances de passer. Ouais. Dans quel monde le Front National a des chances de passer?
Ils se sont retrouvés au deuxième tour face au président le plus impopulaire de toute la Ve République et ils ont perdu. C'est vrai. C'est On vrai. n'en parle pas assez de ça. On n'en parle pas assez. Ils ont perdu. Les Français, les vrais Français, les Français de souche, ceux qui sont vraiment des vrais Français, ils veulent pas de Le Pen, en fait. Non. Ils sont allés voter, ils ont dit non, on veut pas de cette personne. Et c'est des résultats, c'est la démocratie qui a parlé. Et ils sont allés voter pour quelqu'un, à grande majorité, ils détestent cette personne. La grande majorité des Français ne voulaient pas Macron. Et ils ont dit, on veut encore moins de Le Pen. Parce que je rappelle les stats quand même, je crois que c'était... Il y a les deux, en fait. Il y a un vote. C'était 85%. C'est fou, le second tour est tellement désastreux. Déjà, il y avait genre 80% des gens qui voulaient pas un second tour Macron-Le Pen dans les sondages. Donc ça, c'est du coup, bon, Ouais. le vote du premier tour n'a aucun sens. C'était pas 85% des gens qui voulaient pas de second mandat pour Macron? Je sais plus. Je crois que c'était 70% des gens qui voulaient pas un second tour Macron-Le Pen. Ok, bon. 70 ou 80. Il y a eu plusieurs chiffres, ça dépend desquels. Mais bon, déjà, du coup, le vote du premier tour n'a pas de sens. Enfin, pourquoi les gens, du coup, n'ont pas voté pour l'autre option, ça n'a pas de sens. Mais en fait, oui, il y a un tas de gens au second tour votent parce pour faire barrage à l'autre, en fait. Il y a des gens qui votent Le Pen pour faire barrage à Macron. Il y a des gens qui votent Macron pour faire barrage à Le Pen. Et il y a des gens qui sont juste des racistes aussi qui votent Le Pen. Il y a des gens qui n'ont pas compris la Grosse 5ème partie République et qui s'abstiennent aussi. J'espère juste la prochaine fois, ça sera différent. Voilà, donc juste pour finir sur ce truc du deuxième tour, du coup, il y avait un réservoir de 26% des voix, donc un quart des voix, qui auraient pu juste, à ce moment-là, aller aux élections, se présenter aux élections et renverser complètement la balance. Moi, je vois pas pourquoi ça aurait pas marché. Je vois pas les électeurs de Marine Le Pen aller voter Macron en 2022. Peut-être que là, cette fois-ci, parce que ils sont en train de se faire retourner le cerveau en disant « Oh, finalement, il est sympa, Macron, je sais pas quoi ». Donc là, peut-être, on est sur un shift, sachant que ça repousse quand même l'électorat d'origine de Macron. Enfin, ils jouent un jeu dangereux parce que c'est deux électorats qui veulent pas l'un de l'autre. Donc ils essaient de mélanger les deux, mais peut-être ça pourra revenir à une situation où aucun veut voter pour... Je pense qu'un des gros trucs... En fait, ça, on néglige pas mal à gauche, mais un des gros trucs, c'est essayer de convaincre des gens qui avaient voté Macron... je devrais pas juste dire Macron, je devrais dire Macron, Jadot... Ouais. Tu vois, un peu des sortes de centristes bizarres, un peu, Ouais. qui ont des prédispositions un peu progressistes sur des sujets sociétaux, on va dire, pour utiliser un terme pas forcément adapté, mais vous voyez ce que je veux dire. Ils sont plutôt progressistes sur des trucs comme ça. C'est des libéraux mentaux, d'accord. Ils sont pour une démocratie, ils sont libéraux sur l'économie, ils sont pour le marché privé, ils sont un peu progressistes. Bon, ça dépend, quand tu les pousses un peu sur des sujets, il y en a beaucoup qui, finalement, ils étaient réactionnaires, en fait, depuis le début. Mais vous voyez un peu ces gens-là, enfin les gens qui sont quand même plus de gauche que de droite, mais qui, par propagande, par manque de raisonnement, etc., ont voté Macron au premier tour en 2017. Je pense qu'il y a encore des gens comme ça qui existent. Et aussi les gens qui votent ELV, qui sont un peu dans cette vibe-là. La gauche peut les récupérer. Je veux dire, quand je dis la gauche, la vraie gauche de rupture, on peut essayer d'argumenter. Parce que c'est des gens qui se mobilisent fortement pour les élections, qui ont des prédispositions progressistes, et si on argumente sur le fond et on les convainc, hein, et on les rassure sur leur peur, sur le programme économique, sur des trucs comme ça, on peut récupérer, à mon avis, une partie de ces gens-là qui vont aller voter de façon conséquentialiste pour la gauche de rupture la prochaine fois, quoi. Et ça, pour ça, il faut que la rhétorique de la gauche soit efficace, soit optimale, soit convaincante, ne se base pas sur des faits qui sont faux, Ouais. ne fasse pas d'erreur de raisonnement, ne soit pas dans les caricatures extrémistes, soi-disant progressistes, de genre exclure des parties de la population du mouvement, de faire du signalement de vertu, de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Je pense que ça peut être bien pour clôturer ce sujet-là. J'étais obligé de le rajouter. Je pense que ça peut être bien pour clôturer ce sujet-là, de rappeler aussi qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et qu'on a des élections là, même pas en 2027, là, cette année. Bah oui, parce que cette semaine, j'ai lancé officiellement la campagne des européennes de la Nostrosphère sur stream, en direct, les gens. On a des élections, donc les élections européennes, qui ont plusieurs importances, hein, qui vont avoir lieu dans 155 jours maintenant. Si vous écoutez ce podcast en différé, vous rajoutez 2-3 jours. Vous retirez 2-3 jours à ce décompte. Donc 155 jours avant les élections européennes. Les résultats de ces élections vont un peu bouleverser le paysage politique français.
Donc c'est aussi une manière, même si vous croyez pas du tout dans les institutions européennes ou je ne sais quoi, sachant que ça a quand même un effet, hein, les députés européens qui sont élus et tout, mais même sans tout ça, comprenez que ça envoie un message, c'est-à-dire que de pas avoir comme résultat Le Pen en premier rang et Macron en deuxième rang des élections européennes, ce serait un fort message. Je rappelle que il y a 5 ans, d'avoir eu Le Pen, enfin le Front Numéro National un. numéro 1 des européennes, ça a été une catastrophe. C'est pas dit là. Pas une Les fatalité. sondages sont pas clairs parce que les sondages donnent en première position la NUPES à 30,5%. Donc si on se mobilise, en fait, je pense qu'on peut envoyer un message comme quoi non, dans ce pays, c'est pas du libéralisme autoritaire, c'est pas du fascisme et c'est pas des carriéristes, c'est des valeurs, l'écologie, mais la vraie écologie, hein, pas l'écologie capitaliste de ELV, etc. Et on peut envoyer ce message. Ouais. Pour vous inscrire sur la liste, vous avez 118 jours. Vous pouvez le faire en ligne, c'est hyper simple, donc renseignez-vous. Allez le faire si c'est pas déjà fait. Et vérifiez si vous pensez que c'est bon. Juste Vérifiez faites dans un quelle petit commune. check rapide. Vous avez un site du service public pour vérifier C'est ça. si vous êtes correctement inscrit, parce qu'on sait jamais. Mais ouais, et rappelez-vous, pour les gens qui vont voter à gauche, c'est pas parce que pour l'instant il n'y a pas de liste commune NUPES que déjà, il va pas y en avoir. Il pourrait encore y avoir un accord. Pourquoi ? Parce que les dépôts des listes officielles pour les européennes, c'est genre dans les semaines précédentes. Donc voilà. Non, mais je dis parce qu'on peut encore... faut encore essayer de convaincre les gens des partis qui se sont lancés tout seuls. Au pire, on vote pour les partis qui ne sont pas quittés l'Union. Donc, oui, ça, in fine, on le fera si... Voilà, mais techniquement, je dis pas que c'est probable. Je dis pas que c'est probable. Les partis ELV, PCF et PS ont tous refusé de faire une union commune pour combattre les partis fascistes et Macron. Donc je dis juste que s'il y a quelqu'un dans les leaders de ces partis-là qui écoutent ce podcast et ceux qui viennent d'être convaincus, mais personnellement, en nous écoutant, moi je ferai attention de ne pas voter pour ces 3 partis-là parce que je veux envoyer un message comme quoi on veut lutter, on veut pas de carriéristes en fait. On veut des gens qui luttent pour le fond. Et du coup, le seul parti qui a essayé vraiment, qui a proposé carrément alors le LFI, c'est LFI, la France Insoumise, ils sont techniquement en tête dans la gauche. Ils ont fait 22% de très loin aux élections présidentielles. Ils ont fait le premier score aux législatives. Et ce parti a tellement voulu essayer de faire l'union pour les européennes qu'ils ont proposé de donner la tête à ELV. Et ils ont refusé ELV. Le PS a dit vu que ELV n'y est pas, j'y serai pas. Et le PCF, ils ont carrément quitté la NUPES. Donc à partir de là, je suis désolé, mais moi je vais pas me faire avoir tous les 5 ans. Donc là, je vais absolument envoyer un message comme quoi je veux pas de carriériste. Il dit ça parce qu'il a voté ELV en 2022, en fait. Les votes sont privés, hein. Je ne donnerai pas mon vote. Voilà, bon, on a parlé de ça, c'était... il faut en parler. Est-ce que tu as vu on peut respirer 2 secondes ? Parce que moi, ça m'a énervé, tout ça. Vas-y. Tu sais que j'ai fait des calculs. Tu sais qu'un jour, là, cette semaine, j'ai fait des calculs. Je me suis dit, attends, je vais regarder, est-ce que si on prend en compte les non-inscrits, qu'est-ce que ça change et tout. Ouais. Je suis allé faire il était bien ton trade. Hein. J'ai fait un petit thread sur Twitter. Non, il était bien ton trade. Moi, j'aime bien regarder les chiffres sur les élections. C'est des trucs... Je suis sûr que les partis de gauche, genre, tu sais, les gens qui sont en fond dans la stratégie d'essayer de gagner les élections, font ce genre d'analyse constamment, mais le public n'a pas forcément accès à tous les détails et toutes les connaissances là-dessus. Puis vu qu'il y a énormément de messages aussi comme quoi tout est plié d'avance, des fois on se demande attends mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors que par exemple pour le 2022 ils ont juste regardé et si on prenait pas en compte les retraités dans les votes, c'était Mélenchon qui était en tête des élections. C'est-à-dire juste le vote. Ça c'est fou. Ça ce chiffre est juste fou. Les retraités bougent beaucoup les retraités vont énormément voter. Ouais. Et quand tu regardes leur vote est vraiment différent du vote du reste de la population. Ils sortent de leurs petits apparts dans le 16e, ils descendent, ils vont... Non, mais il y a des retraités qui votent comme il faut, quoi. Mais il y a des retraités qui ont des votes catastrophiques. Et quand tu les exclus des votes, que tu regardes juste, si on faisait un vote sans les retraités, on se retrouve avec Mélenchon en tête des résultats, quoi. Donc moi juste du coup je me suis dit franchement si les jeunes eux aussi allaient voter autant, est-ce que ça permettrait de gagner ? En fait oui, en fait on a littéralement le contrôle et quand je parle des jeunes, je parle littéralement tous les gens qui ont moins de 60 ans. les jeunes tu vois.
Bref. Bon, Moi, j'ai une petite news marrante. vas-y, dis-nous tout. Est-ce que tu as vu que Le Figaro avait fait un article cette semaine dont le titre c'est « La lutte contre l'immigration irrégulière coûte 1,8 milliard d'euros par an à l'État ». Waouh. Et ils ont changé le titre de l'article. Pourquoi ils auraient fait ça? Attends, Je c'est sais quoi- pas, je C'est sais quoi pas. le nouveau titre? Nouveau titre, frontières, expulsion, nombre de clandestins. La Cour des comptes juge sévèrement la politique de lutte contre l'immigration illégale. D'accord, donc dans le premier titre, on comprend directement qu'on est en train de perdre 1,8 milliard d'euros. Dans le deuxième titre, on comprend pas très bien en fait. Non. Et c'est une accusation envers la Cour des comptes. Ouais, c'est genre la Cour des comptes, elle est contre l'immigration. Non, contre la lutte contre l'immigration. Donc juste concrètement, de quoi on parle? On parle à genre l'administration qui chasse les gens en situation irrégulière sur le territoire. Mais 1,8 milliard, c'est quand même énorme. Pour ce truc-là, on est d'accord que c'est pas genre disproportionné, Parce que genre 2 milliards d'euros. Juste l'ISF c'était 4 milliards d'euros. Donc c'est quoi? C'est des gens, genre, T'es en train de me dire qu'on perd la moitié d'un ISF à l'échelle nationale juste pour lutter contre l'immigration irrégulière? alors qu'on pourrait juste régulariser en Ouais, masse. on pourrait leur donner des papiers. Et du coup, une fois que les personnes elles ont des papiers, elles ont un statut sur le sol et du coup, elles peuvent être juste suivies. Ah là là. Un Sachant- bon pays, un sachant fonctionnement que- normal d'un pays. Sachant que toutes les études montrent que l'immigration, financièrement, c'est positif pour le pays. Oui, Donc, on utilise de l'argent pour lutter. Enfin, bref, c'est c'est spécial, hein. c'est sympa comme concept. Mais c'est marrant. C'est Antoine Léaumont qui pointe du doigt sur Twitter le changement du titre. Très très drôle. Très très drôle. C'était combien le déficit des retraites dans 6 ans? C'était 12 milliards, non? C'était 12 milliards. En plus, c'était fake parce que c'était un scénario 12 qui milliards dans baissait 8 tous ans, les non fonctionnaires de 15% leur salaire alors que c'est de l'inflation et ils sont obligés d'augmenter les salaires. Ça n'a pas de sens. Bref. L'arnaque de la droite. Ouais, on peut passer aux questions-réponses. Si on est chaud. Ok. Sauf si t'as un autre petit truc. Bon, j'avais des petits trucs marrants en réserve. J'avais une petite blague à proposer. J'adore les blagues. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. J'adore rire. J'ai- Donc il y a une étude qui est tombée sur. Souvent c'est. Quel est le personnage la personnalité préférée des Français, tu sais. Ouais. Là, ils ont essayé de sortir un chiffre comme ça, mais en posant la question d'une manière différente. Ils ont posé la question, c'est quelle est la personnalité avec laquelle vous voudriez le plus boire une bière? Non, mais là, faut Et arrêter. donc- Là, ils vont trop loin. J'en peux plus de ces questions. Édouard En plus, Philippe, ça a été sorti à quelqu'un de la France Insoumise sur un plateau. Édouard Philippe est en tête des personnalités politiques avec qui les Français aimeraient boire une bière. Cette culture, ok, il faut brûler toute la culture française. Genre, j'en peux Non, plus. attends, parce Pourquoi que boire une bière? du coup, attends, parce que c'était pour faire ma petite blague. Ouais. Moi, j'ai dit, il y en a qui seraient prêts à tout pour boire une bière. Hein. Genre, c'est littéralement les alcooliques qui sont. Ouais. Ils veulent tellement qu'ils sont prêts à parler avec Ok, Édouard je Philippe. serais prêt à. Ok, si je dois choisir, allez, Édouard. Ok, je veux bien aller boire une bière avec Édouard Philippe. BPT problématique sur les addictions confirmées. Hein. Après, bon, ça m'a l'air d'être un bon moyen d'exclure les musulmans des, des sondages. Merde. Les musulmans et les personnes lucides parce qu'ils sont pas sous l'état de l'alcool. Alors, passons aux questions. Je sais pas de quoi tu parles. L'alcool n'est pas une drogue. C'est Oui, totalement. oui. C'est fait partie de l'identité française. On doit se bourrer la gueule en soirée constamment, sinon on n'est pas des bons citoyens. Pays normal. Segment questions-réponses. Question-réponse. Alors, Alors, on vous rappelle que du coup, vous pouvez, pendant toute la durée du segment questions-réponses et pendant toute la semaine, hein, poser des questions et en faisant un petit don et on y répond pendant ce segment. Alors, on reprend parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question pendant la semaine ah, et donc, comme promis, on revient dessus et on y répond. On nous demande bonsoir. Dans un système de bail acquisitif, bonsoir. ah, oula, je vois plusieurs points d'interrogation. Ça c'est une stratégie de triche un petit peu limite, hein, de poser 8 questions avec un seul don. Mais bon, Moi, je dis, tant que c'est sur le même sujet, ça rentre dans le message. on va continue de tolérer, le on va faire. tolérer.
On va pas commencer à dire aux gens vos questions, genre déjà ils posent des questions. Non, ok. j'abuse, je fais exprès. Non. Donc, dans le système de bail acquisitif, on rappelle le système de bail acquisitif, c'est tout bête. Hein. C'est quand vous louez, dans le système actuel, vous louez un appartement et vous avez le droit de vivre dedans, c'est tout. Bah, dans le système de bail acquisitif, au moment où vous payez votre loyer, vous ne payez pas uniquement le droit de vivre dedans, vous achetez un peu du logement en même temps pour qu'à terme, vous soyez, vous, le propriétaire du logement. Voilà, Ah, t'es en train de dire que je pourrais payer tous les mois, mais en plus avoir un truc en retour. Ouais. Au lieu de juste ne pas mourir. en Ouais, retour. c'est ça. Intéressant. Faut Donc, que j'étudie ça. Dans ce système, qui peut posséder des parts d'un logement? Uniquement les personnes qui y habitent ou qui y ont habité? Vendre mes parts est donc interdit en dehors d'un bail acquisitif, c'est bien ça? Alors ouais, c'est une question qui est un peu compliquée, parce que pour moi, une personne peut acquérir les parts que si elle est techniquement... elle habite dedans. Peut être en acquisition de parts que si elle habite dedans, D'accord. mais je peux aussi voir un cas de figure où tu revends tes parts si jamais il y a un contrat de bail acquisitif qui est en cours. Donc tu revends tes parts du bail acquisitif, en fait, et non pas les parts du logement. En fait, je veux juste pas me retrouver dans la situation où une personne il faut en fait dans la loi qu'il y ait un moyen d'éviter la situation où toi, en tant que personne qui a signé le bail acquisitif, pendant que tu es dedans, tu revends tes parts. Ça doit être interdit. Parce qu'en fait, la situation où tu habites, tu es en train d'acquérir le logement, et donc c'est ça qui te donne le droit de y habiter, pour moi, selon moi, c'est le fait que tu es en train d'acquérir les parts qui te donne le droit d'habiter dans le logement. Si derrière tu revends tes parts au fur et à mesure que tu les acquiers, Ouais. normalement ça devrait t'enlever le droit de y résider. Donc, au moment, Logique. Ouais, logique. voilà, donc tu devrais pas pouvoir, parce que sinon on tombe dans un cas de figure où le propriétaire du logement peut te signer un bail acquisitif et te racheter tes parts chaque mois. Et du coup, Ouais. tu payes que les intérêts du prêt. Et du coup, on recrée du coup juste la location immobilière. Mais quand même moins cher, non? Parce que ce serait juste les intérêts. Non, parce que du coup, tu Non. augmentes. Non, parce que du coup, tu payes jamais les intérêts. Puisqu'au fur et à mesure, tu ne rembourses jamais le logement. Du coup, tu payes tout le temps les intérêts. Sachant que les intérêts sont les plus élevés au début de ton remboursement. Et vu que tu rembourses jamais les intérêts, tu payes une très grosse somme du coup chaque mois, quand même. D'accord. Ok. Ouais, je crois que c'est logique. Donc, tant que toi, tu acquiers des parts, t'as pas le droit de les vendre. Et donc, si jamais tu n'as plus l'argent pour payer ton bail acquisitif et que tu réussis pas à renégocier le contrat et que tu es du coup expulsé de ton logement, là, tu auras le droit de revendre tes parts, mais pas pour pouvoir revenir dans le même logement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah oui. Parce que sinon, ça crée En un gros, c'est cycle. quand tu déménages, tu peux les Ouais. vendre, quoi. C'est ça. Ok. C'est Ok. clair. Clair et net pour moi. 10 sur 10, bonne réponse. Ouais, j'avais pensé à ce. Il y avait un petit loophole et je me suis dit, on va être obligé d'interdire ce truc-là, spécifiquement. Bonne question, du coup. J'ai trop envie de faire une méga vidéo sur le bail acquisitif. La tienne est déjà super, mais j'ai envie Non, de, mais de refaire un truc. on peut un faire jour. beaucoup mieux que celle que j'ai faite. C'est le gars. Emmanuel Docès. Emmanuel Docès, On l'a invité, hein. on l'a invité, il répond Bah, on pas. attend sa réponse. On attend sa réponse. Il écoute le Il, podcast. il pourrait techniquement être dans ce podcast en 2024. On va essayer de faire en sorte. Viens que nous ça- parler. Je suis sûr qu'on aurait des trucs super à se dire. Allez, Bon, tu nous donnes la question suivante? prochaine question. Vous dites souvent un truc comme Hope Pilan dans vos streams. Pouvez-vous définir ce concept et produire un élément de langage synonyme bien plus clair? Oh, aïe, 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 aïe. Et ensuite, utilisez-le. En fait, tu es en train de nous demander d'arrêter nos tics de langage américains désastreux de la gauche Internet. Moi, je suis d'accord avec cette personne. Je suis d'accord, mais en fait, mon cerveau est complètement ravagé actuellement. Ok. Je pense que on a nous-mêmes cet argument-là pour tout ce qui est citation d'auteurs, de livres, d'œuvres, de courants politiques. Non, moi, je sais que je suis problématique sur ça. On refuse que quelqu'un nous dise juste non, mais ça, c'est marxiste. Et ne donne pas d'argument, tu vois. On refuse les termes obscurs, Voilà. Pas compréhensibles par Et la de la majorité. même manière, il y a plein de Et termes. après, on en Voilà. utilise nous-mêmes. Il y a plein de termes que nous, on utilise au quotidien, donc on se rend pas compte, en fait. On a un biais là-dessus. Que quand on utilise copium, hopilant, copium, bro, des trucs comme ça, tu vois.
C'est les pires mots. Non, mais je sais que je devrais On pas. se rend pas compte que c'est pas Vous accessible. savez que depuis le début, Bienfait, il me dit... Basé aussi, franchement, faut arrêter basé. Oui, non, mais Bienfait, il me dit depuis le début, arrête de parler comme ça, t'es cringe et tout, et je sais. Zawa Prod, par exemple. Quand tu dis ce terme, personne sait ça. Bah, je suis dedans. Non, toi, Les c'est gens Zawa savent. Sphère. Ah, ok, Ouais, pardon. bon, bref. Du coup, la question, c'était pour spécifiquement le terme hope pilant. Donc, déjà, oui, C'est porteur d'espoir, si on le dit dans la langue de Molière, proprement. Cette information me porte mon espoir vers les cieux supérieurs, On- tel un oiseau blanc. On vient d'apprendre cette news. C'est hyper hope pilant. Donc, déjà, qu'est-ce que ça veut dire hope pilant? Déjà, Ça donne de l'espoir, c'est tout, c'est ça que ça veut dire. C'est pas non, compliqué. mais j'explique quand même le concept lui-même. Hope peel. Non, 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 non. Oh non, tu vas faire le segment le plus cringe du podcast si t'expliques ce mot. Hope, c'est espoir. Et peel, c'est Pour les non-anglophones. pilule. Pour les Pour les non-anglophones. non-anglophones. Donc c'est une petite pilule d'espoir qu'on prend comme ça, hop, et du coup à prendre 3 fois par jour. Non, mais ça vient de Red Pill, ça vient de Matrix. Ah non mais j'explique du coup le. C'est bon. T'as mal expliqué. Bah désolé. Du coup Il a pas le on lore. remplace par quel C'est un normie. porteur d'espoir. Oh, on vient de recevoir cette actualité et elle est porteur d'espoir. Je vais faire de mon mieux, mais j'ai pas de promesses, les gens, ok? Je vais essayer de... Je vous promets que sur les vidéos de la nouvelle chaîne, il n'y aura pas ce genre de truc. Et Parce qu'au moins, je peux contrôler mon langage. En fait, c'est ça aussi le truc. Moi, je suis moi-même sur stream, je sais que je dois faire des efforts, etc., mais genre, ouais, tu vas pas être en performance. je vais pas perpétuelle. littéralement être un psychopathe à contrôler chaque mot qui sort de ma bouche. Tu faudrait quand même. Faudrait que tu deviennes. Bah, tout le monde me dit que je devrais devenir Deviens un psychopathe. Ouais. Après, je sais pas si je dois résister à ça ou l'embrasser, quoi. Mais je trouve quand même qu'il manque j'ai l'impression qu'il manque T'as un pas terme. réagi, j'ai dit l'embrasser, ce qui n'a aucun sens. en français. Enthousiasmant. Non, c'est même pas enthousiasmant. C'est pas le terme enthousiasmant, c'est genre. Prochaine question. Vous pouvez soutenir le podcast. Non. Pas une question. Elle est où la question? Je sais qu'il y en a eu, c'est dans les DM. Mais dans les DM. J'ai acheté Ah. mes lunettes chez Écoutez Voir et j'ai découvert que cette enseigne suit les principes de l'économie sociale et solidaire. Que pensez-vous de ce concept? Alors ok, Bonne question. le placement de produit était subtil. Mais il a payé pour ça. Donc Pas cher, mais il a payé. l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça dépend de l'entreprise, en fait. L'économie sociale et solidaire, ça décrit tout un tas de choses qui n'ont rien à voir entre elles. Dans l'économie sociale et solidaire, vous avez des coopératives, et dans les coopératives, vous avez plein de trucs. Par exemple, vous avez des coopératives d'usagers, genre des petits supermarchés locaux, où les gens qui viennent acheter, en fait, ils doivent être inscrits, ils doivent être membres du truc. Ils doivent venir, genre, quelques heures toutes les semaines, s'occuper du local et mettre en rayon et travailler dedans. Et en retour, il n'y a pas de marge prise sur les... Juste tu travailles gratuitement et du coup, il n'y a pas de marge sur les produits pour payer les frais courants du supermarché. Et donc, les produits sont moins chers. Et ces trucs-là, ils s'appellent coopératives. C'est pas vraiment une coopérative de travailleurs au sens d'une SCOP, par exemple. C'est un peu différent. Parce qu'il n'y a pas de contrat de travail, c'est beaucoup moins officiel, c'est plus un peu... En fait, c'est genre... Au final, c'est souvent des gens super déter qui vont faire plus de travail que d'autres dans ce genre de truc. Moi, T'as aussi des banques, enfin, tu vois, c'est... Économie sociale et solidaire, ça décrit plein de trucs et J'ai plein un de peu ces un choses-là problème, sont justement. problématiques pour moi. Mais... j'ai un peu un problème sur le fait que c'est un peu un fourre-tout, le terme lui-même. Ouais, c'est un énorme Parce que fourre-tout. si on disait juste économie sociale, tu pourrais essayer de le définir. Si on disait économie solidaire, t'aurais un peu de mal. Mais quand on dit économie sociale et solidaire, c'est un énorme ensemble de plein de gens qui veulent bien faire au final. Hein. C'est comme ça que je le comprends. Tu peux pas vraiment, t'as pas des critères nets pour dire ah oui, ils vont respecter des choses. Tu vois, c'est pas un label que tu peux facilement donner. Il y a un tas de compagnies d'assurance, il y a un tas de mutuelles qui sont genre ah nous on est une mutuelle, c'est nos on est possédé par humaine, ouais machin. responsable. Et tu sais c'est quoi, c'est genre la Maïf, non? Bref, ça rentre dans économie sociale et solidaire, mais en fait là-dedans vous avez des travailleurs, vous avez genre des fortes inégalités dans la structure, des gens en haut qui sont rémunérés des immenses sommes.
Et peut-être que oui, tu n'as peut-être pas des dividendes versés à des actionnaires, je ne sais pas exactement, il faut regarder en détail. Mais à mon avis, parce que les SCOP, c'est dans économie sociale et solidaire. Pour moi, les SCOP et peut-être les SKIC, c'est peut-être les choses qui ont des vrais, on va dire, des vraies garanties de fonctionnement qui, par exemple, garantissent qu'il y a un fonctionnement à peu près démocratique. Et encore, les SCOP, le statut, légalement, il n'est pas parfait pour ça. Il y a encore des petites loopholes qui ne sont pas utilisées non plus énormément. Mais pour moi, les SCOP, c'est vraiment sérieux. Genre, tu es sûr que si tu achètes d'une SCOP, il y a des vraies garanties. Tout le reste, je trouve ça un peu flou, quoi. Moi, je préférerais qu'on Il y a prenne... trop de loopholes, en fait. Il y a fait, trop de possibilités de faire de la merde. Voilà, je préférerais qu'on prenne des termes très précis pour définir sur quoi s'engage l'entreprise et juste pas dire c'est l'économie sociale solidaire. Qu'on dise clairement, nous sommes une entreprise qui avançons ces principes-là, tu vois. Pas juste dire, oui, on est social solidaire, tu vois. Donc, par exemple, si une entreprise dit, nous, on est une mutuelle, on est une coopérative où c'est une personne, une voix et on essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas de salariés à terme, tu vois. Là, je peux comprendre pourquoi est-ce que cette entreprise est spéciale. Si c'est une entreprise qui va dire, bah, nous, par exemple, on est une organisation, c'est même pas une entreprise, tu vois. On est une organisation à but non lucratif, donc on a personne qui va dégager des dividendes. Là, je comprends ce qui se passe, tu vois. Mais le fait de créer un Et ensemble encore, comme but ça, non lucratif, ça veut dire quoi, en fait? but non lucratif, c'est qu'il va pas y avoir des dividendes dégagés, que l'entreprise peut pas être possédée par des tiers. Mais les Il peut pas y travailleurs avoir sont rémunérés. d'actionnaires. Les travailleurs sont rémunérés. Mais si les travailleurs tout en haut de la structure Oui, ils hiérarchique peuvent se se payent dégager 1 15 000 million Mais par an, ils peuvent c'est à but non lucratif? ils peuvent se dégager 15 000 euros, ce serait quand même à but non lucratif. Mais techniquement, tu peux pas acheter la boîte, quoi. Tu peux pas. Même s'ils se versent des augmentations de salaire tous les ans, c'est pas des dividendes, c'est des salaires. Exactement. Et du coup, c'est quand même un but non lucratif. C'est quand même mais un but non ouais, lucratif. ok, bon. Là, après, du coup, ça devient au cas par cas, les gens. Ça devient vraiment au cas par cas, parce qu'il y a plein d'organisations soi-disant à but non lucratif qui, au final, faisaient des trucs où les gens qui achetaient, qui pensaient que c'était vertueux et tout, ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient ça et ont eu un problème avec ça. Ouais. Donc ça dépend vraiment. Je dis pas qu'il y a aucun acteur vertueux, aucun acteur qui fait des efforts pour être vertueux sur plein d'aspects dans économie sociale et solidaire. Hein. Mais voilà, prenez pas ça comme un truc où vous êtes sûr que c'est génial, quoi. Ouais, après, c'est ça, je pense que les scopes, c'est forcément, si t'achètes une scope, c'est forcément mieux que l'alternative. Hein. Une boîte qui est une SA. Par rapport au bien-être des employés, par exemple. Ouais. Ouais. Et la rémunération. Moi, je l'avais proposé à un des rendez-vous récemment, là. Moi, au lieu de juste dire oui, c'est une entreprise solidaire, sociale, je sais pas quoi, donnez-moi clairement combien il y a d'argent qui part dans des dividendes. La marge, elle est. Ouais, la quoi transparence. Donnez-moi la marge. Quand j'achète un produit, il y a quelle marge qui va à un actionnaire? Ouais. Parce que tu peux être une entreprise sociale, solidaire, je sais pas quoi, puis derrière, t'achètes un produit que tu as une valeur ajoutée minime dessus, tu la revends et t'as quand même acheté un truc horrible. Et après aussi, tu peux avoir une scope où les décisions sont prises démocratiquement, notamment les décisions d'investissement. Ouais. Et en fait, s'ils ont du succès, ils ont fait des bons chiffres une année, ils ont des bons bénéfices. Ils pourraient tous augmenter leur salaire de pas mal, avoir de l'argent, alors qu'en fait, peut-être qu'on préférerait que ça soit réinvesti dans l'activité de l'entreprise pour améliorer les processus, améliorer les produits ou des choses comme ça. Bon, après ça, techniquement, tu peux pas tu vas pas dire c'est mauvais de faire ça, d'accord? Le but, c'est quand même que les travailleurs soient rémunérés. Genre, ils produisent des choses, si ça marche sur le marché, ils se versent l'argent. Mais après, sur un marché, normalement, c'est censé être le marché qui dit que les entreprises qui vont pas améliorer leurs produits, pas investir pour les clients. Le marché tel qu'il est régulé actuellement, c'est pas vraiment ça qui est. C'est ça, en fait, il est biaisé. Bref, donc pour recentrer sur la question, je pense qu'il y a plein d'entreprises qui sont dans l'énorme mot parapluie de économie sociale et solidaire, qui font des trucs cool, mais que le terme lui-même, j'ai l'impression, c'est un social washing. C'est trop vague pour être super. Que c'est un énorme truc pour essayer d'englober plein de boîtes. Ça englobe trop de trucs pour être une garantie solide de certains principes ou certaines valeurs que vous voulez. En tout cas, moi, j'aurais une boîte qui ferait des trucs stylés. Le truc que je marquerais pour faire de la pub pour ma boîte, c'est pas « nous sommes une entreprise économie sociale et solidaire ». Je marquerais littéralement ce que je fais. Je dirais
une personne, une voix dans notre boîte, tu vois. Je dirais Ouais. échelle des salaires de 1 à 5. C'est ça que je donnerais, quoi. Je donnerais pas le terme hyper flou de économie sociale solidaire. Je l'utiliserai pas, quoi. Et c'est ce qu'on fera sur le long terme quand on aura. Quand on aura Les créé ressources notre pour avoir, propre entreprise de l'économie sociale et solidaire. Faites des dons. Nous, on aura 2 personnes, une voix. C'est quoi ça? Non, mais c'est prévu, hein, les gens. La scope neutrosphère, elle existera un jour. Alors, revenons aux questions. Alors, vous pouvez continuer à faire des questions. Hein. Nous, on reste là tant que vous faites des questions. Ce qui est dangereux comme promesse. Parce que tu dois partir demain quand même. Donc, la question suivante. Alors, on va la retrouver vite fait. Oui, c'est Dans bon. les DM. Je l'ai. Alors, on nous demande, j'aimerais discuter de la nouvelle aberration de France Travail et la radiation quasi automatique des demandeurs d'emploi que ça va générer. Ouais, ils sont en train de le faire, là. Ils sont en train de le faire en ce moment. Alors, il y a ce procédé, ça fait longtemps qu'ils disent, on va changer le nom comment ça s'appelle, Pôle emploi. On va changer le nom de Pôle emploi en France Travail. Ça fait un moment qu'ils essaient de mettre ça en place. Il y avait d'ailleurs toute la NUPES, la France Insoumise et tout, à l'Assemblée, je les avais vus demander, mais ça va coûter combien techniquement de changer les logos, de changer les visuels, de changer, de réimprimer. Il faut tout refaire, ouais. Et ils voulaient pas répondre. Ils voulaient pas répondre à la question à l'Assemblée. Mais bon, ça c'est que le début, hein, parce que du coup, changement de nom veut aussi dire un changement, une nouvelle attaque de nos droits sociaux. Du coup, depuis le 1er janvier, les précaires en CDD ou en intérim qui refusent à 2 reprises sur 1 an de signer le CDI que leur propose leur employeur en fin de mission pourront être privés d'allocation chômage. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça s'est fait par décret. Et quand même, juste imagine la situation où juste t'es en galère, t'essaies de trouver à bouffer, t'essaies de pas perdre tes droits au chômage, et du coup, t'acceptes de faire un CDD. T'acceptes d'aller travailler sur une durée déterminée, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois. Ou intérim, quoi. Ou intérim. Et on te prend, d'accord? On te prend pour 1 mois pour faire, je sais pas, tu fais le réassort. Tu fais réassort dans un casino, dans un Auchan. Ouais. Bon, c'est horrible. Conditions de travail horribles, ok? Bon, c'est pas grave, tu vas jusqu'au bout. Comme ça, tu peux aller retourner à ton Pôle emploi, dire j'ai fait mon mois, t'es content, tu donnes, tu touches aussi ton salaire du mois. Là, il y a le mec qui dit ah, on a bien aimé votre travail pendant ce mois. Vous voulez faire un autre mois? Tu dis non, c'est mort, tu vois. Là, le mois suivant, on te dit bon, il vous repropose un CDD, vous voulez pas reprendre un CDD? Tu dis putain. Bon, allez, je refais un 2e mois. Tu refais un 2e mois pour garder tes droits. Tu refais le 2e mois. Et là, à la fin du 2e mois, l'employeur vient te voir et dit c'était sympa ton CDD, contrat à durée déterminée, que t'as signé ce contrat parce que t'étais d'accord pour faire 1 mois. Ouais. Tu veux rester avec nous, faire un peu plus de travail? Techniquement, tu peux pas refuser. Non. Tu meurs si tu refuses. T'es à la rue. Non, parce que sans doute que tes droits que tu touchais jusqu'à Et maintenant t'auras pas de chômage. te permettent de te loger, te permettent de manger. Bah ouais. Donc, si tu refuses, tu es à la rue, tu peux pas t'acheter à bouffer, surtout que le RSA va devenir conditionné à la fin de l'année. Là, les gens oui, c'est techniquement horrible ce qui est proposé. Hein. Ouais. Donc, bah ouais, la droite au pouvoir détruit la vie des citoyens. Oui. Est-ce que c'est pas carrément, on n'est pas face à une forme de travail forcé qui est proposée là, dans ce type de... Totalement. Mais moi, ça me... Bah ouais, c'est vrai qu'il faut en parler. Il faut en parler, mais moi, j'ai un truc où genre... Parce que chaque mois, quand même, juste avant, pour rappeler quand même, chaque mois, sur ton contrat de travail, sur ton bulletin de paie, il y a un petit truc comme quoi tu mets de l'argent de côté pour ton assurance chômage. Comme quoi que si jamais tu ne trouves pas de travail, tu peux techniquement, légalement, tu as un moyen de pouvoir être payé. Donc c'est de l'argent que toi-même tu as cotisé. Et là on te dit non, t'es obligé de faire ce job pour pouvoir recevoir l'argent que tu as cotisé. C'est le pire des scams.
Scam, c'est le pire des arnaques. Pour les non-anglophones. J'essaye les gens, j'essaye. Rajoute pour les non-anglophones. Pour les non-anglophones. Aïe, 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 aïe. Ouais. Il y a aussi les bénéficiaires du RSA qui vont devoir être inscrits à France Travail. Et ils disent là, sur l'article que j'ai, selon le ministère du Travail, ça va automatiquement augmenter le nombre de demandeurs d'emploi, car 800 000 personnes supplémentaires vont apparaître sur les listes de demandeurs d'emploi. Du coup, c'est marrant, Oui, la statistique. Bon, je sais pas si ça change grand-chose, ce truc-là, précisément. C'est ce que j'avais dit. Mais la statistique de ratio de demandeurs d'emploi versus emploi disponible va encore être empirée. C'est ce que j'avais dit, moi, à la base. J'avais dit, c'est pas une solution. C'est littéralement ce qu'on a prédit. Les retraites aussi. Il n'y a pas que le RSA. Il y a les retraites aussi, les gens. Le fait qu'on repousse l'âge de départ à la retraite, pendant les 2 prochaines années, il y a plein de gens qui partent pas à la retraite. Parce qu'on a changé l'âge de départ à la retraite. Donc, pendant 2 ans, là, il y a plein de gens qui partent pas à la retraite. Donc, des postes qui se libèrent pas. Donc, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui ont pas de poste. Ou qui trouvent un poste, mais du coup, un autre mec de 40 ans qui était en poste, lui, il n'aura pas de poste quand il se fait virer. Il retrouvera pas de poste. Donc, le chômage va pas arrêter de grimper. Bon, moi, j'aime bien, quand on parle de ces sujets-là, bon, c'est horrible, ok. Allez vous renseigner. On va pas refaire toute la discussion sur on aurait dû voter, machin. On va pas repartir là-dessus. Mais j'aimerais quand même partir de cette discussion-là en disant comment est-ce qu'on règle le chômage. Quelle est la vraie... Est-ce que pour régler le chômage, il faut forcer les gens à travailler ? Parce que c'est ce qui est proposé là. Ce qui est trop marrant, c'est qu'à la fin de l'article, là, ils disent l'objectif de cette réforme de France Travail est de faire baisser le taux de chômage d'ici 2027. L'exécutif vise alors 5% de chômage contre 7,4 aujourd'hui. Encore une fois, les 7,4 sont sous-estimés parce que c'est dans un sens très précis qui exclut plein de cas, bref. Mais j'adore comment il continue la Macronie dans le déni de réalité totale. C'est genre, on fait un truc qui objectivement va empirer la situation, va augmenter le chômage, et on dit, mais l'objectif c'est de faire l'inverse. Du coup, tout va bien. Si dans ta tête, ton objectif... Non mais aussi, attends, ça c'est intéressant parce que là ils disent officiellement que leur objectif c'est de faire plein d'emplois. 5%. Ouais, 5% de... Je vous rappelle que dans les prévisions qu'ils ont fait pour justifier la réforme des retraites, ils sont partis du principe qu'ils n'auraient pas le plein emploi. Parce que du coup, si leur objectif c'est de faire plein emploi, il n'y a pas besoin de repousser l'âge de départ. Ils prennent les hypothèses qui leur arrangent pour deux situations pour sortir leur rhétorique mensongère et manipulatrice pour justifier sur les plateaux leur... Donc ok, comment on règle vraiment le chômage ? En fait, quand on regarde les curseurs qu'on a à notre disposition pour régler le chômage, on a plusieurs curseurs. On a l'âge de départ à la retraite, premièrement, le temps de travail par semaine, deuxièmement, et le nombre de semaines de congés payés, troisièmement. Pourquoi ce sont ces curseurs-là ? Parce qu'en fait, en diminuant le temps de travail pour chaque personne, sans diminuer la quantité de travail nécessaire dans le pays, parce que on doit quand même fournir actuellement dans le pays, on a quand même du travail à faire, tu vois ? Oui. Pas assez, justement, actuellement. Enfin, il y en a. Non, mais je veux dire... Il n'y a pas d'emploi, mais il y a le travail à faire. Il y a le travail à faire, mais si on continue à donner autant de travail par personne, on peut pas faire travailler tout le monde. Donc, en fait, il faut diminuer le temps de travail par personne pour pouvoir répartir le temps de travail qui, de toute façon, on doit faire ce travail-là entre tous les gens qui ont besoin, qui veulent travailler. Oui. Donc, en faisant bouger les petits curseurs, là dans la situation actuelle dans laquelle on est actuellement, on est à 8% de taux de chômage, ok ? J'ai pris ces chiffres-là, mais on peut changer les chiffres. Et ben en fait, si on passe l'âge de départ à la retraite à 60 ans, si on passe le temps de travail par semaine à 32 heures, yes. Okay. Là, vous voyez pas, mais il est sur son simulateur du fonctionnement économique de la France. Il est littéralement en train de bouger des curseurs à la souris. Et si on passe... Je confirme. Curseur confirmé. J'ai un visuel sur les curseurs. J'ai fait un petit simulateur de plein emploi. Donc, on passe à la retraite à 60 ans. Le 32 heures par semaine de travail et 6 semaines de congés payés au lieu de 5 semaines de congés payés. Sachant que j'ai fait plein de... Je stillman l'argument parce que, par exemple, j'ai dit que sur les gens qui partaient à la retraite, 80% des postes seulement étaient récupérés. Enfin, j'ai été gentil sur les postes créés. Par exemple, j'ai dit... C'est gros cerveau, les gens. Si tu passes de 35 heures à 32 heures, j'ai pas dit que ça créerait obligatoirement un emploi avec les heures qui sont enlevées, tu vois. Parce qu'il y a des gens,
bah, ils peuvent faire en 32 heures ce qu'ils faisaient en 35 heures, il n'y a pas de création d'emploi. Donc Ouais. j'ai dit qu'il y aurait qu'un emploi sur 2 créé dans ce cas de figure, tu vois. Et ben, avec ces chiffres-là, bon, déjà, ce serait pas une meilleure vie quand même? Peut-être. 6 semaines de congés payés, 32 heures par semaine, la retraite à 60 ans. Sauf si tu détestes le temps libre, Ouais. le temps hors de ton taf, je sais pas. Avec ces chiffres, on se retrouve avec 0% de chômage. Plein emploi complet. Il y a même 210 000 postes non pourvus. Donc, il y a les employeurs qui vont se battre pour vous proposer des salaires plus élevés. Ils ont besoin de vous, les gens. Et oui. Parce qu'on rappelle que tout ça est un rapport de force, et on rappelle que si la droite néolibérale autoritaire macroniste au pouvoir actuel fait toutes ces réformes désastreuses sur le RSA, sur le chômage, sur les retraites, ils vous défoncent, ils vous enlèvent vos droits. C'est littéralement juste au service de la classe capitaliste française. Mettre la pression maximale sur les salariés, sur les travailleurs, bien appuyer sur vos visages avec leurs bottes, tu Ils vois, l'ont bien dit, hein. vous... Ils l'ont dit officiellement. Il y avait on en avait parlé dans le rendez-vous que quelqu'un avait annoncé dans un meeting européen, je sais pas quoi. Il avait dit Un sommet, ouais. ouais, il y a un sommet, il a dit il faut qu'il y ait plus de. Là, les gens se sentent plus. Les travailleurs se sentent ouais. un peu trop. Ils sont un peu trop confiants, les Ouais, travailleurs. non, ils se sentent un peu trop Il bien faut là. plus Tu sais, de ils chômage. ils rejoignent des syndicats, ils font des grèves, etc., etc. Mais ouais, je vous invite à rejoindre un syndicat, les gens, parce que les années à venir vont être difficiles. En tout cas, jusqu'au moment où on mettra la gauche au pouvoir. Vous allez avoir besoin de gens pour vous défendre, d'organisations pour vous défendre. Que vous soyez salarié, en CDI, en CDD, peu importe votre contrat, indépendant, ou même au chômage, vous avez des syndicats CGT. Il y a même CGT chômeur. Hein. Il y a même des trucs comme ça. Donc, rejoignez un syndicat. Essayez de les contacter, essayez de rentrer dans le domaine et d'être en contact avec des gens qui peuvent vous informer sur comment défendre vos droits et vous organiser sur votre lieu de travail, parler à vos collègues de ça pendant la pause midi, après le boulot, invitez-les à aller prendre un café ou je ne sais quoi. Et voilà, l'organisation des travailleurs est le seul moyen de lutte, en tout cas en dehors de la lutte dans les institutions. Il faut s'organiser. Et espérons qu'on ait des stratégies syndicales mises en place un peu mieux que pendant la réforme des retraites dans les mois et années à venir pour faire peut-être des choses un peu plus d'ampleur, quoi, genre des grèves, des choses comme ça, qui seraient peut-être plus stratégiques que la façon dont ils ont fait pour la réforme des retraites, quoi. Moi, j'y crois. Je garde espoir. Ouh, on a eu d'autres questions. Ah, c'est parti. Super, bah, merci de continuer à poser des questions. D'ailleurs, juste un petit détail, ce simulateur, je l'avais fait l'an dernier pour justement combattre pendant la réforme des retraites. On l'avait utilisé quand on était allé sur le terrain et tout, on montrait aux gens, Oui. regarde, en fait, on peut avoir le plein emploi juste en faisant ça. Donc vous pouvez retrouver ça sur le site bienfaitpourtous.fr, bienfait au pluriel, les bienfaits pour tous, tu vois, bienfaitpourtous.fr, et vous pourrez retrouver ça. Voilà. Passons à la question suivante. Bonne année à tous, bah merci. Merci. Une question Bonne sur année. le lobbying. Peut-il avoir une place saine dans une démocratie ou faut-il le dénoncer systématiquement, le lobbying? Bah, ok, ça dépend de ce qu'on appelle lobbying, parce qu'actuellement, si on est en train de parler des entreprises privées qui ont des relations privilégiées, genre qui font des repas avec des députés ou des gens de l'administration ou des gens du gouvernement, si on parle de l'influence d'entreprises privées capitalistes sur nos institutions et sur les personnes individuelles dans les institutions au niveau européen, enfin le lobbying européen est juste complètement dingue, hein. Moi, ces trucs-là, il y a un problème fondamental. Après, si on parle de lobbying citoyen, genre, tu sais, des gens qui défendent des causes politiques. Du coup, quelles mesures pourraient être prises rapidement? En fait, forcément, quand tu es dans une démocratie représentative, je- les représentants vont forcément... Il y aura forcément un contact avec des groupes de gens qui leur demandent de mettre en place des trucs, de faire des choses, d'accord? Ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, il faut voir c'est quels acteurs. Pour moi, c'est si c'est des immenses entreprises, des corporations, des choses comme ça, il y a un souci. Après, c'est compliqué de voir comment on peut le réguler, quoi. Quelles mesures pourraient être prises rapidement pour encadrer, si besoin, cette pratique? Donc, ouais, le problème fondamental, c'est pas le fait qu'il y a une influence sur les élus. Pour moi, c'est pas ça le problème, parce que l'influence sur les élus, de toute façon, les élus, ils ont une vie comme tout le monde. Ce sont des personnes
ils ont des influences, qu'on le veuille ou non. Ils vont le matin sur regarder Twitter. Et sur Twitter, ils vont avoir 10 personnes dans leur message qui vont dire non, c'est pas une bonne idée ce que vous avez dit à l'Assemblée. Ouais, est-ce que Ça, c'est du lobbying. c'est du lobbying? Ça, c'est du lobbying théoriquement. Donc, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les moyens dépensés pour faire le lobbying. Ça, on peut techniquement voir ce qui se passe. Ouais, on peut le chiffrer. Le fait qu'il y ait des moyens dépensés pour faire du lobbying, on peut du coup savoir qui a dépensé ces moyens. Et si on devait mettre en place des mesures pour rapidement encadrer le lobbying, je dirais que si une organisation à but lucratif privé a utilisé des moyens pour faire du lobbying, ça devrait être juste interdit. Si c'est une organisation non gouvernementale, une association, et que c'est à but non lucratif, qu'on arrive à voir que techniquement ça ne défend pas les intérêts d'une entreprise privée pour que cette entreprise gagne de l'argent ou pour que des individus gagnent de l'argent, personnellement, tu vois, des individus où tu peux genre dire c'est ces gens-là, tu vois, parce que oui, bien sûr, si c'est pour que les ouvriers gagnent de l'argent, oui, il y aura les syndicats et tout. Mais si on peut techniquement dire il y a un but lucratif et on utilise de l'argent pour faire ce lobbying, moi je dis ça faudrait l'interdire. Ok. Et j'étais en train de regarder là, le programme de la NUPES pour voir ce qu'ils proposent là-dessus. Et il y a écrit combattre l'influence des lobbies dans le débat parlementaire, interdire l'entrée du Parlement aux lobbyistes et leurs cadeaux parlementaires aux membres du gouvernement et à leur cabinet. Ouais. C'est pas hyper précis du coup qu'est-ce qui rentrerait dans le lobby. Ouais. Mais après on peut comprendre, globalement, d'accord, on peut implémenter des lois pour que tout ça soit littéralement interdit et sanctionné sévèrement si on découvre que c'est fait, quoi, des choses comme ça. Mais ça me poserait pas de problème que, par exemple, des entreprises décident de créer des organisations, des assos. Ouais. Par exemple, 3-4 entreprises se disent, par exemple, tu sais, il y avait par exemple, j'ai dit par exemple au moins 4 fois, c'est cool. Il y avait des entreprises du textile. T'es en train de donner un exemple là, c'est ça ? Bah, par exemple, il y avait des entreprises du textile qui avaient dit, nous on aimerait être plus régulés, les entreprises du textile, parce que là, avec le capitalisme, on se retrouve dans une situation où on est obligé de faire des produits de merde. Oui, ils devaient baisser leurs normes parce qu'ils étaient en compétition avec des pays. Et ils ont demandé, faites-nous des normes et tout. Donc moi, ça me dérangerait pas que des entreprises privées utilisent leur argent pour faire des dons à des assos, même que peut-être ils les créeraient eux-mêmes, mais au moins en tant qu'asso, ils seraient obligés de répondre à des lois qui sont sur les organes non gouvernementales, c'est-à-dire avoir un intérêt public, etc., tu vois. Et ce serait plus facile à gérer. Et oui, moi je suis d'accord avec l'idée que le lobbying c'est de la corruption légalisée. Il y a quand même une réalité, il y a quand même de la vérité dans ce slogan-là. Et c'est intéressant aussi de rappeler que juste pour les gens qui disent ils sont tous pourris, ça sert à rien, les politiques n'ont pas le vrai pouvoir, c'est les entreprises, etc. En fait, l'existence même du lobbying démontre que c'est faux. Ouais. Ça veut dire que les grosses multinationales, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils le feraient de toute façon pour voilà. Ils le font. Pourquoi ils font du lobbying au niveau européen si il n'y a pas du pouvoir dans les institutions ? Pourquoi ils font du lobbying à l'Assemblée nationale envers des élus partout, tout le temps ? Pourquoi ils dépensent des sommes pas possibles ? Parce qu'ils savent que les lois vont avoir un impact sur eux, etc. Et donc, en fait, et vous pouvez changer qui sera dans ces institutions en votant, en fait. C'est comme ça que fonctionne le système. Donc, vous avez un pouvoir, vous, de bypasser complètement les lobbies en mettant des gens qui proposent des programmes qui vont totalement à l'encontre de ce que veulent les lobbies. Et vous avez des gens qui sont dans les assemblées, qui sont, par exemple, députés, sénateurs, etc., qui ont déjà un historique dans les assemblées, et vous pouvez voir que les lobbies n'ont pas marché sur eux. Vous pouvez voir... Ouais, ils ont refusé de se compromettre. Ouais. Et du coup, il faut encourager ce genre de truc et tout. Mais bon, c'est compliqué. Moi c'est toujours dégoûtant de voir que tous on a les infos de quels lobbyistes vont voir quels députés européens. Ils sont obligés de le déclarer parce que c'est légal de faire du lobbyisme ouvertement dans le cadre mais européen. Comme c'est transparent, c'est la transparence qui évidemment change tout. Ah, surprise, non. Et quand même, franchement, quand tu vois le nombre, les ressources qu'ils ont, qui leur permettent de du coup faire des repas, des trucs et tout, c'est déconné quand même. Et c'est pour ça, moi je suis d'accord avec la question qu'on nous a posée. Oui, il faut mettre en place des mesures rapidement pour encadrer ça. Totalement.
Parce que... En fait, fondamentalement, si tu l'encadres pas, c'est évidemment les acteurs qui ont le plus de ressources, donc le plus d'argent, puis qui vont le pouvoir le plus faire ce lobbying, et donc ça sera les grosses boîtes les plus riches, les plus puissantes, quoi. Parlons premier degré. Mhm. Au-delà de d'où ça vient, juste personne n'a le droit de payer le repas à un député de base. Bah non. Genre, ça devrait être interdit que quelqu'un paye un... Genre, si on découvre normalement un représentant de, je sais pas, Monsanto, Bayer, je ne sais pas quelle entreprise, a payé un déjeuner à un député dans le cadre d'une discussion déclarée au nom du lobbyisme, ça déconne. Après, avec les macronistes, ça va beaucoup plus loin que juste des trucs comme ça. Enfin, ils ont sous-traité on n'a pas les informations. à des cabinets privés. Écoute, moi j'aimerais que ce podcast continue. Donc, va pas sortir des trucs dont tu ne peux pas prouver l'existence. Non, c'est vrai qu'on n'a pas du tout prouvé que... Ce programme vient d'être annulé. Non, mais je sais pas, genre... Leurs lois Question sont écrites suivante. par des cabinets de conseil privés. Quoi ? Non, là, c'est ouvert, il n'y a plus du tout. Là, c'est du complotisme que tu fais. Je sais pas, il y a même plus, genre, ils tentent même plus d'essayer de le cacher. Genre, c'est juste des boîtes privées qui... Les gens continuent à vous poser des questions en ce moment même. Du coup, il faut répondre au fur et à mesure, sinon on pourra jamais arrêter. T'es au courant de ça ? Ok, vas-y, dépêche-toi alors. Là, ils vont... Avant qu'ils puissent poser les prochaines questions. Je vous remets bien, mais trollez pas, quoi. Il y a un moment, il faut quand même qu'on parte. Je vous offre une baguette magique qui vous permet de donner un ordre, et un seul, à la personne de votre choix. Cette personne devra s'exécuter immédiatement. Qui choisissez-vous et quel ordre donnez-vous ? Oh, j'aime pas les questions comme ça, parce que j'ai toujours Moi, l'impression... j'adore. Attends. Non, mais j'ai toujours l'impression C'est que exactement genre... le type de questions qu'on veut dans le rendez-vous. C'est des trucs un petit peu out there et tout. C'est vrai. Mais j'aime pas parce que moi, j'ai l'impression que je vais donner une réponse et après, je vais me dire, ah mince, c'était pas la meilleure réponse et j'avais un meilleur truc. Mais j'ai pas pensé genre en temps réel, tu vois. Ouais, mais bon, les gens savent que du coup, c'est ta réponse sans trop réfléchir. Non, mais je voulais exprimer ça. Ok. Une baguette magique, donner un ordre à un seul. Moi aussi, je ressens ça. Je demande à Biden... Je demande à Biden de menacer Israël de sanctions économiques s'ils n'arrêtent pas le génocide des Palestiniens. Ok. Ouah, c'est une personne, un choix. C'est Biden, mec, c'est la personne la plus puissante du monde. Ouais, mais oui, mais bon, il va, est-ce qu'il va le faire ? Ah, il sera obligé. Bah oui, j'ai une baguette magique. Il sera obligé de Le mec, en fait, il a même pas compris le principe de la question. Qu'est-ce qui se passe, VPT ? Oh non. Ok. Waouh, une baguette. Oh, t'as tout raté. Oh là là. Quoi, c'est pas ça ? J'ai gagné. J'ai littéralement gagné. Je demande. Alors, je prends la liste des milliardaires qui ont le plus de fric. Mm-hmm. Je regarde celui qui peut dégager directement le plus de cash. Même pas des actions, même pas un portefeuille d'actions. Le cash pur. Il peut vendre ses actions. Je lui fais vendre toutes ses actions. Bezos. Je lui fais vendre tout ce qu'il possède. Ouais. Je vais vendre l'intégralité de ce qu'il possède. Okay. En fait, la question, c'est quoi un ordre ? Parce que là, l'ordre, je lui dis... Un ordre, c'est quoi un ordre ? Est-ce que l'ordre, il peut faire une page ? Non, l'ordre, il est très simple. Liquide toutes tes possessions. D'accord. Et fais un virement sur mon compte. Ok, je change mon... Parce que je change mon ordre. Une fois que j'ai l'argent, je peux juste déployer des méga plans. Mais est-ce que tu peux convaincre... Ouais, mais est-ce qu'avec cet argent, tu peux faire en sorte que les États-Unis menacent Israël de sanctions économiques sévères, est-ce qu'on est dans le monde sévères et qui coupent tous les financements ? On est dans le monde où on a interdit le lobbyisme ou pas encore ? Dans le monde actuel. En vrai, dans le monde actuel, 100 milliards. Avec 100 milliards, tu 100 peux... milliards. Okay, mais je pense pas, hein. Tu penses que là, si Bezos... Je peux pas acheter la moitié des sols... Là, si Bezos, on reprogramme complètement son réseau de neurones pour être genre juste 100% d'accord avec nous politiquement, tu penses qu'il peut utiliser les 100 milliards pour faire ça ? Bah déjà, il peut utiliser 100 milliards pour faire gagner littéralement qui il veut dans n'importe quel pays et donc influencer complètement ce pays. Ça dépend à quel média de gauche en France il donne. Il y a certains médias de gauche, tu peux leur donner 1 milliard, ils font perdre la gauche avec cet argent. Il y a certains médias, tu donnes 16 000 €, ils peuvent faire peut-être une émission. Un soir de... Merde. Ça va, j'ai rien cassé ? Non, c'est bon. J'ai juste enlevé ton scotch. Tu m'as tué. Si t'as peut-être cassé un truc. Alors, attends. Tu me puniras après. Une fois que j'aurai les 100 milliards, là, je réfléchirai à ce que je ferai avec, ok ? Mais je pense qu'au moins, ça me donne le plus de moyens d'action. Parce que Biden, il va faire quoi ? Il va menacer, puis après, une fois qu'il aura écouté ton ordre de menacer, il fait quoi ? Parce qu'il
Peut-être il va même pas go through. Non, mais je vais juste lui donner un ordre, c'est tu fais le socialisme. Tu fais le socialisme. Tu fais juste fais le socialisme. On va voir Biden, on fait le socialisme. Socialisme tout de suite. Il est obligé de le faire. Bon, Franchement, si les US, C'est bon, si les US implémentent tout le système, imagine si les US le font, tous les autres pays doivent le faire après. ok. Je pense l'ordre fait le socialisme. Je pense que c'est peut-être un peu large, mais on peut essayer quand même. Merci pour cette question. Moi, j'adore cette question. Bien joué. Question suivante. Alors, peut-être la dernière, hein, si vous faites pas Fais le plus. socialisme gay, je rajoute. Si- Biden va s'endormir avant que tu aies fini de parler. on lui demande de Ça marche pas, on peut pas. C'est la seule personne à qui tu peux pas faire un on lui ordre. demande de mettre en place l'agenda gay officiellement. Alors, on nous demande en cas de succès de LFI aux européennes et d'échec des autres partis de gauche, quelle stratégie devrait suivre LFI? Poursuivre la NUPES au risque de se faire trahir à nouveau ou laisser crever les autres partis de gauche et risquer de perdre quelques voix aux futures élections? Poursuivre la NUPES. Moi, je pense que En fait, la NUPES peut devenir juste un immense mème pour troller les autres partis de gauche, en fait. mais En fait, ils deviennent juste la NUPES. Ils disent, nous, on est Ok, l'Union. mais la On est question- l'Union, on est l'Union. la question a un petit biais, je pense. LFI s'est pas encore présenté aux européennes et je pense que quand ils vont se présenter, ils vont pas se présenter en tant que LFI. Je pense qu'ils vont se présenter en tant que Une liste NUPES. unitaire de la gauche. Il faut qu'ils le fassent. Il faut qu'ils se disent, on est juste la NUPES. Ils vont dire nous sommes la liste unitaire de tous ceux qui ont voulu faire gagner la gauche. Après, Bah, c'est une réalité. ok, culturellement, en termes de branding, en France aujourd'hui, est-ce que la NUPES, est-ce que le brand NUPES, est-ce que les gens s'identifient à ça? Pas du tout. Est-ce que les gens y voient un Non, logo je ah, pense NUPES, ou est-ce qu'ils s'identifient plus à la France insoumise, finalement? Je pense que la strat qu'ils vont faire, c'est de dire nous on fait la liste unitaire de la gauche. Je sais pas si la NUPES a... Est-ce que la marque NUPES Ils a vont dire réellement uni- pris dans la Je pense qu'ils vont dire population? Je sais union, pas, hein. union populaire, ils vont dire. Et une fois qu'ils auront gagné les européennes en disant union populaire, ils diront voilà, nous l'union populaire elle continue, n'importe quel parti de gauche peut revenir. Nous on continue l'union populaire. C'est ce qu'ils ont fait en 2022. Ouais. Le Parlement de l'Union populaire, tout ça. À mon avis, ça va être ça leur stratégie. Et du coup, on va arriver au présidentiel et tous les petits partis là, qui savent très bien qu'ils vont faire 2%, ils vont peut-être se dire bon, allez, on va dans l'Union populaire pour essayer d'avoir des places législatives, tu vois. On va Ouais, pas donc présenter je pense de qu'ils vont en candidat. gros faire le truc NUPES, mais sans mettre l'étiquette NUPES. Je pense qu'ils vont avec une peut-être nouvelle abandonner l'étiquette NUPES, mais ils vont quand même présenter une liste qui vont dire qu'elle est commune à tous les gens qui veulent bien y venir dedans. Et du coup, après l'élection, ils auront dit nous, on n'est pas parti tout seul, on ne s'est pas présenté en tant que LFI. Tous les autres partis que eux sont partis tout seuls peuvent nous rejoindre. Ouais. Ça me semble être le truc le plus logique qu'ils pourraient faire. Ok. Ouais, bonne réponse. C'est une bonne question, en tout cas. Est-ce que... Bah écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser pendant la semaine. Si vous Ouais. écoutez ça en replay, n'hésitez pas à mettre des notes, mettez des étoiles, mettez des pouces. Je sais pas où vous regardez ça, Spotify, Apple Podcast. D'ailleurs, si vous écoutez ça actuellement là, en live ou sur YouTube, etc., dès qu'il sera en ligne sur les autres plateformes, n'hésitez pas à aller le chercher, prenez-le sur votre portable, mettez des petits... Parce que c'est ça qui va permettre aux plateformes de le propager ensuite, le podcast, Et à oui. d'autres gens, pour essayer de le faire connaître, sans même que vous, même si c'est bien que vous le fassiez, mais sans même avoir besoin que vous fassiez du bouche à oreille et tout. Faites les gens donner de la force à ce rendez-nous. Et pendant la semaine, vous pouvez continuer à poser des questions pour la semaine prochaine. Et on se donne d'ailleurs rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine.